L'intelligence artificielle et la robotique, ça fait la une en ce moment de tous les sites. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut perturber notre rapport à la réalité. On vit déjà dans un monde façonné par l'IA. Il s'agit de réagir à cette multiplication, cette montée en puissance de l'intelligence artificielle générative. Bon, ça fait maintenant plusieurs semaines que j'entends partout parler d'intelligence artificielle. On en voit de toutes les couleurs, on en mange à toutes les sauces. Comment ça, pas mal l'ipsèse? Et on entend tout et n'importe quoi. Alors, est-ce qu'on entend plus du n'importe quoi que de la qualité? Ça, c'est une question que je me pose. Je ne suis pas expert en intelligence artificielle, mais qui est-ce que je pourrais avoir dans mon agenda qui pourrait nous éclairer sur ce sujet? J'ai une petite idée, je vais composer son numéro. Voilà, et on va l'appeler tout de suite. Allô Franck. Ouais, salut Cyril, comment tu vas? Eh bien écoute, très bien, super. Et toi? Bah ça va super, j'étais en train de me poser des questions sur l'intelligence artificielle. Okay. Et j'étais en train de me dire, qui est-ce que je pourrais appeler, qui pourrait nous éclairer de manière pragmatique sur ce sujet qui suscite tant de ferveur et aussi de peur. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais appeler Cyril, c'est quelqu'un de pertinent et de brillant, donc, et qui connaît bien le sujet. Donc voilà pourquoi je t'appelle. Est-ce que tu as quelques minutes pour qu'on puisse en discuter? Bah écoute, avec plaisir, et je te remercie pour ces compliments. C'est toujours bon à prendre. Bah déjà, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors je t'ai déjà interviewé sur la chaîne, mais je pense que c'est important quand même de toujours faire un petit rappel de qui tu es et ce que tu fais. Oui, alors du coup, je m'appelle donc Cyril de Souza Cardozo, je suis entrepreneur, je suis à la tête aujourd'hui d'un groupe constitué principalement de 2 sociétés qui accompagnent la transformation des organisations. On aide les organisations, entreprises, à s'adapter un peu aux défis du 21e siècle à travers 2 dimensions, une dimension formation de conseil, formation de management, transformation des organisations, conduite de projets d'innovation, digitalisation, et une autre société qui est experte dans l'univers des IA conversationnelles et génératives. Aujourd'hui, c'est une société qui a développé, qui s'appelle Letibot, et qui a débuté en déployant des chatbots RH. En 2016, on a commencé à travailler sur ce sujet-là. C'était un peu ringard à l'époque, mais il y avait un besoin, donc nous, on s'en est emparé, on est allé, on a développé des solutions qui se sont étendues, notamment dans les fonctions de support, puis dans l'interaction entre citoyens et l'administration publique. Et le sujet qui paraissait un peu ringard, mais pourtant utile, d'un coup est devenu incroyablement tendance en novembre 2022 quand des gens ont découvert un truc qui s'appelle ChatGPT. Et après, peut-être on va dire en complément que j'écris effectivement ici des ouvrages sur les thématiques de la créativité et de l'innovation. Et d'ailleurs, mon prochain ouvrage d'ailleurs portera sur le sujet justement des IA conversationnelles et génératives. Bon, je vous interromps cette vidéo pendant quelques secondes seulement pour vous prévenir qu'avec Cyril, on vous a réuni les 10 meilleures IA que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le marché dans plein de domaines différents. Alors, c'est des intelligences artificielles dont personne ne parle, mais qui sont pourtant vraiment très importantes et cruciales pour vous faire avancer rapidement dans votre activité, vous faire gagner énormément de temps et donc énormément d'argent. Vous pouvez squeezer plusieurs prestataires grâce à ces intelligences artificielles. Et aujourd'hui, elles sont encore méconnues et surtout cachées par la plupart des personnes qui s'y connaissent en intelligence artificielle parce que forcément, elles ont un coup d'avance. On vous les réserve dans cette fiche détaillée. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo. Vous entrez votre email et directement, vous pourrez avoir accès à cette liste. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Je recommande d'ailleurs aux personnes qui écoutent cette vidéo, non, cet audio, puisqu'on va le faire entièrement en audio, puisque c'est un nouveau format. Et comme tu es un peu le bêta-testeur de mes nouveaux formats, je te remercie déjà de ta confiance pour ce nouveau format. Je vous invite à regarder les 2 autres entretiens que j'ai fait avec Cyril. Donc on parlait de l'innovation et sur le fond, on parlait de son livre qui s'appelle Innover comme Elon Musk, Steve Jobs et Jeff Bezos. Et une deuxième interview où on parlait de Elon Musk. Alors je me souviens plus du titre, je me souviens de la cover, mais je me souviens plus du titre. Les secrets d'une réussite. Exactement. Une réussite insolente. Une réussite insolente, ouais. Donc je vous invite à regarder ces 2 autres entretiens et à vous pencher aussi sur les livres de Cyril. Moi j'ai lu aussi également L'art de l'innovation et aussi Data Power. Donc, Data Power. Ouais. Donc il y a de fortes... un prémisse préparatoire justement à l'ère dont on
train de parler. Justement, l'ère de l'IA générative, les prémices étaient déjà données dans Datapower. Très bien. Eh bien, est-ce que tu peux me dire déjà c'est quoi l'intelligence artificielle? Parce qu'on voit de tout et un peu n'importe quoi. Je t'avouerai qu'aujourd'hui, moi j'ai surtout l'impression qu'on met les mots intelligence artificielle, plutôt l'intelligence artificielle partout pour faire vendre. En fait, on dit maintenant tout a été remplacé par intelligence artificielle. Donc qu'est-ce que c'est vraiment l'intelligence artificielle? Et puis dans un second temps, pourquoi on en parle autant aujourd'hui? Eh ben écoute, c'est super. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est vouloir faire reproduire à la machine des raisonnements ou des actions cognitives qui normalement sont le propre de l'être humain. Et ça, l'hypothèse qu'il y a derrière l'intelligence, en tout cas artificielle. Premier élément déjà, en français, le terme est, je trouve, mal traduit, mal choisi, puisque artificial intelligence en anglais, ou intelligence, c'est l'intelligence de la donnée, c'est l'intelligence du renseignement, de la stratégie. Donc, le terme n'a pas tout à fait la même connotation, et donc nous, on a basculé très vite dans cette personnalisation très forte, qui s'appelle l'hélénisme industriel, c'est-à-dire le fait de prêter une âme, en tout cas une intelligence à la machine, aux objets qui nous entourent. Et donc, le problème, c'est que déjà, là-dedans, on bascule très vite dans l'intelligence. Il faut revenir juste à ce que c'est effectivement ces systèmes-là. Et là, il faut revenir un peu dans l'histoire. L'intelligence artificielle, on a des références tout au long de l'histoire, dès l'Antiquité. Il y avait les trépieds d'Héphaïstos dans la mythologie grecque, qui, voilà, il y a l'invention par Héphaïstos, qui est un dieu, mais un objet non humain, non vivant, mais qui est animé de sa propre capacité à bouger. Donc, il y a un peu cette idée déjà un peu d'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, elle s'ouvre vraiment au XXe siècle, et notamment avec l'année 1950, et notamment avec Alan Turing, qui va notamment poser à ce moment-là son fameux test de Turing pour savoir si une machine est dotée d'intelligence, même si ce test-là est aujourd'hui dépassé. Mais une grande partie des réflexions vont naître à ce moment-là, notamment la théorie de l'information. Voilà, tout ça va être formulé un peu à cette période-là pour poser les bases, finalement, des réflexions sur l'intelligence artificielle. Et là, dans cette histoire-là, on va avoir deux axes. On a, en intelligence artificielle, deux approches qui ont été en parallèle, mais la première, c'est ce qu'on appelle le cognitivisme. Quand tu penses à l'intelligence artificielle, la première chose qui te vient naturellement, c'est de te dire, il faut qu'on reproduise le fonctionnement cognitif de l'être humain, donc il faut apprendre des raisonnements à la machine. Ça, c'est le cognitivisme. Donc, on crée des algorithmes, on essaie de lui apprendre à raisonner, d'avoir la condition A plus B, ça donne C. Enfin, voilà. Il y avait vraiment cette poursuite-là. Et quasiment à la même époque, va être formulée une autre approche de l'intelligence artificielle. C'est quelle époque? Rappelle-moi, c'est quelle époque là, on est vraiment au milieu du XXe siècle, on parle des années 50. D'accord. Et il va formuler ce qu'on appelle le connexionnisme. C'est une approche qui va plutôt regarder l'humain et dire, tiens, le cerveau humain, c'est un ensemble de neurones. Et en fait, ces neurones, on pourrait créer un système des neurones électroniques, des neurones numériques, et avec des entrées et des sorties, connectés les uns aux autres. Et si on les connecte et qu'on les développe de cette manière-là, à la fin, va émerger de ça une intelligence, comme a émergé de nous une intelligence. Bon, c'est une approche assez obscure, parce qu'on comprend pas trop ce que ça peut donner, ce truc-là. Donc ça, c'est un peu de mi côté, même si, il y en a certains qui y croient. Et ensuite, l'intelligence artificielle va se développer, mais à travers le cognitivisme, cette idée de construire un système qui apprend en réfléchissant. On va battre Kasparov, d'ailleurs, aux échecs 80 ou 90. Mais l'IA va très vite être quand même confrontée à des limites. C'est-à-dire que pendant toutes les années, en fait, on nous promettait des révolutions. Il y avait des systèmes experts qui étaient d'ailleurs déployés dans les entreprises, tout ça. Et à la fin, tu vois, c'est toujours ce truc-là, on nous promettait l'intelligence artificielle, c'est vraiment jamais émergé. Et donc, l'IA a traversé une sorte d'hiver où il n'y avait plus vraiment d'investissement, plus personne vraiment y croyait. Tu vois, il y a Siri qui est sorti, c'était bien, en même temps ça nous faisait rire parce que le truc n'était pas très intelligent. Et en fait, la vraie révolution qu'on va vivre, elle va commencer en 2012. En 2012, on a Geoffrey Hinton qui va participer ces étudiants vont participer à un concours de reconnaissance d'image aux États-Unis. Et pour la première fois, un réseau de neurones, donc informatique, alors particulier, parce que c'est un réseau de neurones convolutif, va participer à
à ce concours de reconnaissance d'image et ils vont masteriser tous les autres systèmes. À ce moment-là, dans l'univers de la data science informatique, on va comprendre, les experts comprennent qu'à ce moment-là, on vient de basculer. Parce que si ces systèmes-là sont effectivement capables de tenir leurs promesses, alors il va se passer quelque chose. Pour bien revenir là-dessus, qu'est-ce que c'est un réseau de neurones? Un réseau de neurones, c'est en gros des couches de neurones. D'accord? C'est en gros des fonctions mathématiques. Donc il faut imaginer plein de neurones qui sont juste des fonctions mathématiques, organisées en couches, reliées les unes aux autres. Quand tu fais entrer une donnée en entrée, je sais pas, l'image d'un chat par exemple, eh bien, chaque neurone va peut-être venir capter un pixel de la photo, puis il va faire son calcul mathématique par rapport à l'immobilité, la couleur, voilà. Et ensuite, la renvoyer les sorties et renvoyer ça sur la couche suivante avec sur la forme d'éléments mathématiques. Alors, il y a des fonctions d'activation de l'intérieur, je ne passe les détails, mais en gros, c'est ça. Et ensuite, la machine fait ses calculs et elle donne une sortie. Et à la fin, en gros, on lui dit, ça, c'était une image de chat, ce qu'on appelle une donnée étiquetée. Et là, eh bien, le système, du coup, en calculant ses coefficients, va optimiser. Si je donne une image de chien, et à la fin, ça, je lui dis, ça, c'était un chien, il va essayer de trouver quelle est vraiment la différence entre les deux, qu'est-ce qui distingue les deux, il va recalculer ses paramètres. Je lui donne une image de chien, et là, il me dit, ça, c'est un chat. Je lui dis, non, ça, c'était pas un chat, c'est un chien. Et il va recalculer ses paramètres, et donc, il calcule ses paramètres. Et en fait, en insérant de la donnée dans le système, à la fin de laquelle le système comprend, de manière statistique, des choses. Il comprend à reconnaître des formes dans les données qu'on lui donne. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça, c'est une conséquence importante. Une fois que tu as compris ça, de toute façon, il n'y a plus besoin d'aller plus loin en intelligence artificielle, parce qu'après, les réseaux de neurones, ça raffine plein de choses. Et tout ça, ça ouvre la voie à ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage machine. J'insère des données dans la machine, et par rapport à ces données, elle va apprendre. Alors, il y a plein de manières, il y a des apprentissages supervisés, auto-supervisés, comme d'apprentissage différents. Mais ce qu'il faut avoir en tête, que ChatGPT, par exemple, on lui a inséré une grande partie du web, Wikipédia, une grande partie de la littérature humaine. Et lui, il a capté tout ça, et en fait, il a absorbé ça, et il a créé des paramètres. Donc, GPT-3, il avait, je crois, 175 milliards de paramètres. Il est possible que GPT-4 soit à 1000 milliards de paramètres. Et en gros, il a absorbé cet ensemble-là. Et quand il nous répond, quand ensuite tu viens solliciter, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la machine ne nous répond pas de manière logique, mais de manière plausible. C'est-à-dire que lui, il te dit, potentiellement, la réponse à ce que tu me dis, c'est ça. Et en fait, il génère même ce qu'on appelle des tokens. Il va calculer. Il dit toujours, la phrase que j'écris dans une phrase, il dit, le token suivant, le plus probable étant donné ce qu'on m'a posé comme question et le contexte que j'ai, c'est ça. Et donc, il répond de manière probable. Sauf que ces systèmes ont pris tellement avec une grande capacité de calcul qu'on n'avait pas à une époque, sont devenus incroyablement performants. On ne s'attendait pas à ce niveau-là de performance, pour tout dire. Et en réalité, même aujourd'hui, les scientifiques sont aujourd'hui un peu étonnés de la performance de ces systèmes-là. Et en ce moment, d'ailleurs, c'est toujours une sorte de course entre l'ingénierie et la science. Et l'ingénierie va plus vite que la science en ce moment sur ce sujet-là. Et donc, le système est capable de performance qu'on n'attendait pas. Et donc, tout ça démarre en 2012. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à partir de 2012, on va rentrer dans les 10 années là, qui nous amènent à aujourd'hui. Et en fait, on est rentré dans une accélération. C'est-à-dire que, je crois qu'en 2014, Google achète DeepMind. DeepMind va créer d'ailleurs AlphaGo, qui va battre Discball au jeu de Go. Tu sais, ce jeu plutôt pratiqué par les Asiatiques. Ce qu'il faut avoir en tête, ça va avoir un gros impact sur les géopolitiques parce qu'en Asie, ils vont vivre ce qu'on appelle un mouvement Sputnik. Il y a quasiment 1 milliard de personnes qui assistent au match de Discball contre justement AlphaGo. Et quand, dans ce jeu-là, qu'on pensait inaccessible à la machine, ils comprennent qu'une machine vient les battre, ils vont vivre ce moment comme ont vécu les Américains quand l'URSS a envoyé le premier satellite dans l'espace. Les Américains ont eu la peur de se faire, de se faire attaquer les Occidentaux de manière générale, et ça a impulsé une grande vague d'innovation chez eux. Ils ont créé la DARPA, ils ont fait Internet, GPS, tout ça à partir de ce moment-là, parce que d'un coup, on est saisi d'une peur de disparaître, parce qu'en face, il y a une sorte de rupture technologique. Du coup, il y a une course incroyable maintenant à ça, parce que les Chinois, et donc une grande partie des tensions qu'on voit, notamment s'il y a des tensions autour de Taïwan, par exemple, c'est notamment les GPU, les cartes qui permettent de calculer les graphiques, qui permettent de calculer, faire les calculs nécessaires à la construction de ces modèles. Et là, il y a une course incroyable. Les Américains ont pris plein de décrets pour bloquer l'exportation de leur technologie vers la Chine. Donc, il y a une vraie guerre sur ce sujet. Le vrai sujet, il est autour de cette thématique de l'innovation. Et là, en fait, on vient de ça, et nous, on a découvert dans l'univers on faisait dans notre univers, en gros, ce qu'il faut avoir en tête, le machine learning, c'est l'apprentissage machine, c'est les réseaux de neurones dont je viens de parler. Alors, l'intelligence artificielle ne se résume pas à ça. Hein. Aujourd'hui, il n'y a que ça, on parle que de ça. Mais en gros, l'IA, je parlais de cognitivisme, l'IA symbolique,
existe encore, et d'ailleurs, maintenant, il commence à avoir des formes d'hybridation. On va chercher à la fois à utiliser la puissance calculatoire et la logique pour essayer de créer de nouveaux systèmes. Mais en tout cas, tout ce qu'on vit aujourd'hui s'est accéléré. Et en 2020, nous, on a vu les premières API arriver d'OpenAI. On a commencé par les premières API, j'ai commencé à ouvrir le système, on a commencé à voir ce que ça faisait. Et c'est à ce moment-là, on a compris qu'il était en train de se passer quelque chose. Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est la vague qui allait se produire au moment où OpenAI va faire ce que tous les autres n'ont pas osé faire, c'était ouvrir un chatbot accessible au grand public. Parce que la technologie qu'ils utilisent, les Transformers, c'est le T, le chat de GPT, c'était une technologie qui a été développée chez Google. T'imagines, c'était terrible parce que Google, du coup, s'est fait prendre de coups. On a l'impression parfois de vivre la même époque que nous, quand Nokia est le premier à inventer finalement l'appareil photo numérique et qui va laisser se me délaisser en considérant que non, c'est pas l'avenir ou que c'est pas sérieux. Que finalement d'autres s'en vont pareil pour les faire disparaître. Là, il s'est un peu passé la même chose. Ok, bon, écoute, de ce que tu me dis là, de ce que je comprends, l'intelligence artificielle, c'est une suite de calculs programmés par l'homme. Exactement, c'est calculé par l'homme. C'est en fait un algorithme. C'est un algorithme. Alors, c'est quoi la différence entre un algorithme et une intelligence artificielle ? Est-ce qu'un algorithme est à l'intérieur de l'intelligence artificielle ou c'est deux choses différentes ? Et question qui vient dans cette... Deux autres questions qui me viennent dans cette question. C'est quoi l'intelligence ? Parce que est-ce que l'être humain déjà a défini ce qu'est l'intelligence ? Pour pouvoir le renommer, j'ai l'impression un petit peu que l'être humain se sent un peu tout puissant en disant bah voilà, on sait ce que c'est l'intelligence, donc nous maintenant bah voilà, on peut créer une intelligence artificielle, mais est-ce que l'être humain a défini ce que c'est réellement l'intelligence ? Donc c'est la suite de la question. Et autre point, tu soulignais tout à l'heure par exemple que ChatGPT reprenait... Alors, ça fait plusieurs questions dans la question, tu m'excuseras Cyril. Et que ChatGPT reprenait par exemple les données de Wikipédia. Donc il reprenait un petit peu toutes les données qu'il pouvait retrouver. Mais Wikipédia, c'est écrit par des utilisateurs. C'est pas contrôlé. Exactement. Donc est-ce que non plus une intelligence artificielle qui reprendrait des erreurs des humains, est-ce qu'on peut qualifier ça d'une intelligence ? Bon, ça fait beaucoup de questions, tu m'excuses. Ça fait beaucoup de... Non, mais écoute, c'est intéressant. Moi, je suis très clair sur ce sujet-là. Moi, je ne crois pas qu'il y a d'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence dans ces systèmes-là. Et l'intelligence artificielle, c'est une connerie. Enfin, on est vraiment rentré dans une époque où effectivement les gens projettent ce que j'appelle l'animisme industriel. Et que je fais une pari sur ce sujet-là. Et aussi d'autres anthropologues qui travaillent là-dessus. C'est le fait de projeter une âme dans la machine. C'est une sorte d'anthropomorphisme, quoi, comme pour les animaux. Et France, tu vois, on a l'impression, moi je parle souvent d'exemples d'ailleurs qui ont été donnés par Fanny, quand les premiers aspirateurs arrivent chez nous. Les premiers aspirateurs automatiques. Même aujourd'hui, les gens, ils leur donnent un petit nom. Tu sais, t'as l'impression que tu projettes quelque chose. Moi, c'est juste un système qui se dépasse tout seul. Quoi. Bah, j'ai le mien en face de moi, il s'appelle Roomba. Mais bon, c'est le nom, c'est parce que c'est la marque qui l'a nommé comme ça, et au fait, il personnalise l'appareil, quoi. Exactement, parce qu'on projette, on a l'impression qu'en face de nous, du coup, il y a une intelligence. En 2017, les gens peuvent aller voir sur Internet, il y a des articles et tout. Il y a un robot aspirateur automatique qui tombe dans une fontaine aux États-Unis. Et il y a plein de gens qui se sont posé la question. À un moment donné, ils disent premier suicide d'un robot. Qui voulait échapper à tu vois, la domination humaine et au système capitaliste. Il y a sérieusement des gens qui se mettent à dire ça. Et à la fin, non, c'est un système qu'on comprend parfaitement. Et sauf que ces derniers temps, on a eu des délires parce que forcément, il y a eu combien de journaux ont fait des interviews de ChatGPT. Il y a eu plein. Comme si derrière, il y avait une âme, non, il n'y a pas tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, l'intelligence artificielle, c'est un mauvais terme choisi. C'est pas du tout ça. On a des systèmes très puissants qui nous dépassent sur des tâches cognitives. D'accord ? Ça, c'est très clair, Mais il n'y a pas de notion d'intelligence, parce qu'effectivement, quand tu me dis que ce soit l'intelligence, d'ailleurs, on a beaucoup de mal à définir l'intelligence. C'est pas trop ce que c'est. Et surtout pas l'intelligence humaine. Et il y a ça, la notion de conscience également. Alors d'ailleurs, est-ce qu'on a besoin de créer une conscience pour créer une intelligence ? Plein de débats philosophiques là-dessus. Mais l'être humain me donne aujourd'hui parfois l'impression qu'il a, il ne fait pas un peu orgueil, il a l'impression d'avoir tout compris, de savoir qui il est. Mais ça, on ne sait pas comment on fonctionne. On ne sait pas d'où vient notre intelligence, on ne sait pas d'où vient notre conscience. On est au tout début de l'exploration de notre cerveau. Et d'un coup, on est là à côté, on se dit, ah bah tiens, ça y est, on a dépassé, comme si on avait dépassé le maître. On est un peu un truc présomptueux, comme si on avait dépassé la nature. Mais en fait, on n'est pas capable déjà de se comprendre, de se modéliser. Comment peut-on imaginer qu'on se dépasse ? Donc nous, je crois qu'il y a un faux débat là-dessus.
C'est pas du tout le sujet. Donc ça serait quoi le vrai terme alors? Si ce n'est pas intelligence artificielle, c'est quoi le vrai terme qu'il faudrait employer? Moi, ce que moi j'utilise comme terme, qui est aussi un terme imparfait, mais moi j'utilise, pour toujours utiliser IA, j'utilise le terme d'interface accessible. Ce sont des interfaces qui donnent accès à, effectivement, voilà, c'est incroyable, ChatGPT à la fin. Il faut comprendre la révolution que c'est. La révolution, c'est une révolution du langage. Des gens qui ne comprennent rien à l'informatique, au codage, à plein de choses, aujourd'hui, peuvent se rendre sur ChatGPT, et demain sur des choses encore plus simples. Ils peuvent poser une question toute simple. Explique-moi la physique quantique de manière simple. Et la machine va te donner une explication de ce sujet-là. Alors, probablement, après, il y a tout un art qui s'appelle le prompt engineering, mais qui va te donner accès, finalement, à la pensée humaine. Et derrière, avec, bien entendu, tous les données. Et à la fin, ces systèmes-là, ce ne sont pas effectivement des systèmes intelligents, ce ne sont pas non plus, même presque, des systèmes logiques, ce sont des systèmes statistiques. Et donc, ils ne sont jamais que la somme des données qu'on y a placées. C'est incroyable. Pour celui de, par exemple, GPT-4, par exemple. C'est la masse des données qu'on y a mis. Et du coup, la facilité d'accès à cette masse de données. Mais comme tu le dis, ces données-là, s'il y a des données biaisées à l'intérieur, eh ben, il ressortira le biais en sortie. Il peut donc se tromper, faire aussi ce qu'on appelle halluciner. Et là, son rôle, c'est d'halluciner. Halluciner, ça veut dire imaginer, générer des choses nouvelles. D'accord? À partir des données qu'on lui donne. C'est ça le rôle de GPT. Et donc, oui, il hallucine des choses. Donc, il y a un gros enjeu autour des IA génératives. Là, on parle de textuel, mais il y a la même chose sur les images, il y a la même chose sur la vidéo. Sur le son, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va rentrer là dans l'ère des IA multimodales, parce qu'on est vraiment au tout début de la révolution, où d'un coup, dans une même machine, je vais pouvoir insérer plein de types de données et générer plein de choses en sortie. Mais ça va devenir, ça devient des super assistants, des interfaces d'accès à des immenses bases de données. Il faut cependant, l'expertise humaine, elle existera toujours. On aura toujours besoin d'avoir du recul et un esprit critique vis-à-vis de ce qui nous est donné, comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la machine, comment ça fonctionne, et comprendre ça, quelles sont les données, parce que toute donnée est biaisée. Tu vois, à la fin, l'IA, les algorithmes, ce ne sont jamais que des préjugés inscrits dans du code, d'accord? Donc il faut toujours se dire ça, il y a toujours des biais. Et donc mon but derrière, c'est de comprendre ça, d'avoir ce recul-là. Par contre, oui, on est rentré dans une ère où ces machines-là, elles n'ont pas besoin d'être des intelligences qui vont devenir indépendantes, autonomes. Ça, c'est des conneries. Les gens, Elon Musk, il a fait, ils sont pleins parce que soit ça les sert dans leur objectif de créer un peu, et autour de ces sujets-là, c'est aussi une stratégie marketing. D'un coup, les gens, tout le monde en parle, on a peur d'être dépassé. Et donc, d'un coup, les mecs te disent, tiens, les grands dangers de notre époque, c'est la pandémie, le nucléaire et l'IA. Et d'un coup, tu leur dis, mais attendez, vous ne parlez pas d'un autre sujet qui est sur l'écologie. L'écologie, c'est un sujet de notre époque. Et d'ailleurs, ces IA posent plein de questions sur la dimension écologique. Parce que pour arriver à produire, par exemple, le GPT-4, il a fallu quasiment l'équivalent, je crois, de la consommation d'une centrale nucléaire. Donc, l'impact écologique, il est énorme. Quand je publie ou je génère une photo sur Midjourney, je consomme 500 ml d'eau. Donc, à un moment donné, il va quand même falloir replacer ces choses-là au bon endroit. Par contre, oui, de fait, on n'a pas besoin que ces systèmes soient des systèmes intelligents pour qu'ils produisent une révolution comme personne de vivant aujourd'hui on a vécu. Ok, mais derrière l'IA, il y a des hommes quand même. Derrière cette IA, il y a des hommes. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc justement, est-ce que c'est pas aussi une certaine forme de danger? Parce que l'IA, elle doit être programmée, ou tout du moins, je ne sais pas si le terme programmé est bien employé, mais alimentée par des hommes. Donc est-ce qu'à la fin, je ne sais pas du tout d'où vient ChatGPT, c'est américain? C'est américain. Ça a été développé à la base, c'est toujours le tu sais, dans nos entretiens depuis régulièrement sur l'innovation, ça on peut pas l'enlever, on critique ou machin. Il y a toujours un dénommé Elon Musk au départ. Et donc Elon Musk fait ça avec sa Madman. Ils ont envie à la fin, OpenAI, l'objectif c'est de créer une société, une organisation à but non lucratif pour créer une IA accessible à l'humanité, pour justement faire en sorte de la rendre accessible au plus grand nombre, pour empêcher justement qu'elle tombe entre les mains de certains. Après, ça va devenir à la fin, Elon Musk va quitter ça parce qu'il trouve que OpenAI est trop dans la veine de Google, puis finalement c'est Microsoft qui va investir dedans, ça va devenir une société à but lucratif et devenir la boîte valoriser qu'elle est aujourd'hui. Voilà, c'est là où on en vient, Bon, alors, c'est alimenté par les humains. Moi, quand je fais... Par contre, quand tu dis programmer, elle n'est pas programmée, c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ces systèmes, on leur donne des données, et ensuite, elles se programment toutes seules. Enfin, il y a quand même, mon terme est mal employé, il y a un choix humain à la base. Ah bien sûr, toujours. Ok, donc je vais reprendre l'exemple de Siri que tu avais donné. Moi, quand je dis à Siri,
Steve Jobs, qui était le meilleur par exemple entre Steve Jobs et Bill Gates? Est-ce que c'est mieux d'acheter un iPhone ou je sais pas un Windows Phone, même si il est mort et enterré le pauvre? Il va me répondre qu'il peut pas répondre à cette question ou que c'est bien mieux d'acheter un iPhone. Donc est-ce que dans le futur, parce qu'il y a toujours un point de vue économique, et il y a aussi toujours un point de vue d'influence dans toutes les choses qui nous entourent, donc est-ce que ça ne peut pas non plus être quelque part un objet dangereux? Si par exemple, imaginons je tape sur ChatGPT, mais ce n'est qu'un exemple pour ChatGPT, parce qu'il y en aura plein d'autres je suppose dans le futur. Je tape quelles sont les raisons du conflit entre l'Ukraine et entre la Russie et l'Ukraine, ou l'Ukraine et la Russie. Quelles données il va prendre pour pouvoir me répondre? Est-ce que sur les données qu'il va me fournir, est-ce que ça va être des données impartiales? Mais non. Déjà, Franck, il n'y a pas de données impartiales. Et il n'y aura jamais de système impartial. En fait, c'est toute la problématique du rapport à la vérité. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'il y a pas de données impartiales, excuse-moi, je te coupe, mais tu peux au moins te faire ton avis en regardant, par exemple, si on prend l'exemple des médias, tu peux te faire ton avis, tu regardes 2, 3, 4, 5 médias différents, de différents horizons, et tu te fais ta synthèse. Mais là, si la personne part du principe que, comme c'est cette référence ultime, puisqu'on nous le vend un petit peu aussi comme ça, c'est la référence ultime, est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de dangerosité derrière ça? Ah, mais bien sûr. Et parce qu'en plus, ce qui était intéressant dans les moteurs de recherche et sur du web, ce qui est important, c'est que quand je cherche un truc, j'ai plusieurs liens, tu sais, plusieurs liens qui viennent construire. Et donc, il faut se battre justement. Enfin, les premiers liens, c'est les liens sponsorisés par Google. Voilà. Donc, des gens qui payent. Et en plus, ça vient influencer les choses. Oui. Mais, en tout cas, tu peux naviguer. Effectivement, il y a cette idée que tu combines plusieurs choses pour te forger, en tout cas, ton point de vue. Là, effectivement, à la fin, c'est toujours à la somme des données qu'on y a mis. Donc, sur les données qu'on y a mis, là, en l'occurrence, c'est un sujet d'ailleurs même pour la langue française, pour le pas de truc. Ces systèmes-là, ce sont avant tout des données plutôt anglaises, de langue anglaise. Donc, ces systèmes, ils sont avant tout influencés, du coup, par des valeurs anglaises, et enfin anglo-saxonnes, américaines. Donc, oui, c'est demain, on veut plutôt des données qui soient européennes, c'est un enjeu de créer nos propres, ce qu'on appelle les large language models. Il faut créer nos propres sujets. Donc, le sujet 1 de la subjectivité, de toute façon, elle est toujours existante. 2, évidemment, à notre époque, il va falloir apprendre à utiliser ces machines, faire ce qu'on appelle du prompt engineering. Et surtout, l'une des grandes qualités qu'il va falloir avoir, c'est développer l'esprit critique. C'est ceux qui ont l'esprit critique qui vont être capables d'utiliser beaucoup mieux ces outils-là, parce qu'ils vont savoir, tiens, la machine m'a répondu ça, mais c'est parce que je vois qu'elle a orienté sur tel sujet, et je veux corriger les choses. Et c'est cette capacité à avoir un recul. Et donc, effectivement, si je viens voir la machine et que je me contente de ce qu'elle nous dit, on va avoir un sujet. Bon, là, maintenant, on arrive comme dans un temps où les IA sont en train de s'équiper d'une capacité à citer leurs sources, etc. Donc, si les réseaux neuronaux, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas rétro-expliquer pourquoi l'IA, par exemple, a donné cette réponse. Parce que c'est trop compliqué de venir à la source basse. Mais, en général, maintenant, sa capacité de langage, elle est compliquée à expliquer, mais par contre, quand elle va s'appuyer sur des textes ensuite pour donner des réponses, elle va pouvoir citer ses sources. Mais on a un vrai sujet. Moi, je crois cependant aussi que l'IA générative, en réalité, c'est pas vraiment un moteur de recherche. C'est ça l'erreur qu'on a voulu nous faire croire. C'est un assistant pour l'être humain. Les gens ont pensé que c'était une évolution du moteur de recherche. Non, c'est une évolution du correcteur orthographique qui nous demande. En fait, c'est ça, l'IA, en tout cas, ChatGPT et l'IA textuelle. C'est une assistance à la génération de contenu. Mais ChatGPT, à la fin, il va générer des choses par rapport à ce que tu vas lui donner en entrée. Si jamais j'arrive à était là, les gens, tu vois, comprendre c'est qu'un on ne doit pas se contenter de poser une question, il faut faire du prompt engineering, c'est-à-dire que tu dois d'abord lui dire, ok. C'est quoi du prompt engineering? Le prompt engineering, c'est l'art de poser des questions à la machine. D'accord. Donc il faut bien déjà formuler sa question pour espérer avoir une réponse, pour potentiellement avoir une réponse qui se rapproche de la vérité. Exactement, alors tu rapproches de la vérité. C'est même plus que ça, c'est que imagine, des fois t'as pas besoin qu'il t'apporte des informations, ça se trouve, toi tu as je sais pas, t'es en train d'écrire un texte ou un livre. Moi, en ce moment j'écris un de mes livres, je suis assisté par un ChatGPT parce que je veux démontrer comment on fait le truc. Mais j'arrive, moi je sais ce que j'ai envie de dire comme idée sur tel ou tel sujet. Je me dis, tiens, écris-moi un paragraphe, sur l'histoire de l'IA, en plaçant tel épisode, je lui mets la liste. Et ensuite il génère l'écriture. Mais il utilise ce que moi je lui ai donné. Et donc, il vient générer les choses. Et le prompt engineering, c'est ça, c'est alimenter la machine. Quand je veux, par exemple, qu'il m'explique un truc, je sais pas, en physique quantique, si tu lui poses juste le truc, dire,
ok, si tu vois la physique quantique, il va te sortir un truc moyen. C'est écrit en avance, tu dis, ok, écrit comme un chercheur en physique quantique. Et explique-moi maintenant la physique quantique. Là, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, il va avoir un mécanisme d'attention, il va concentrer, il va utiliser plutôt ses sources d'ailleurs, elles sont qui relèvent justement du champ de la physique quantique. Donc, il va se positionner plutôt comme un expert, ses sources sont plus fiables, et il va te donner du coup probablement quelque chose qui est de bien meilleure qualité. Si jamais tu lui dis, explique-moi ça de manière détaillée, technique, il va te donner des détails techniques, et si tu lui dis, ok, explique-moi la physique quantique, c'est comme si tu l'expliquais à un enfant de 7 ans, de manière pédagogique, il va adopter aussi son langage. Mais tout ça, tu dois lui dire, tu dois lui indiquer. Et en fait, à la fin, il te sort quelque chose, ben, c'est une base, mais il va falloir systématiquement avoir du recul vérifié, parce qu'il ne faut jamais oublier que ce système-là génère des choses de manière plausible, et à la fin, il peut complètement s'être planté dans ce qu'il t'a dit. Et donc, c'est juste des assistants. Est-ce que justement, on va pas rentrer dans une certaine forme d'assistanat extrême? Bon, je me fais un peu, j'ai un peu de titille, hein, Cyril, je fais un peu exprès, mais c'est vrai que c'est des questions quand même qui sont légitimes. Par exemple, qui me dit que je peux pas taper sur mon IA, ChatGPT ou autre, comment éduquer mon enfant? Ah oui, tu peux. Et tu peux même donner, et tu vas pouvoir le faire. Et tu vas pouvoir faire d'autres choses. Il y a des choses super. Si tu me dis, ok, bah là, tiens, je prends, je sais pas, 2 semaines de vacances. Pendant ces 2 semaines-là, je sais pas, moi, j'ai envie d'apprendre un peu les bases du chinois. Fais-moi un programme de 2 semaines pour apprendre le chinois. Avec. Attends, c'est deux choses différentes, quand même. C'est deux choses différentes. L'apprentissage d'une langue et l'éducation d'un enfant, c'est quand même deux choses différentes. Est-ce que, à la fin, en fait, ça déresponsabilise pas aussi l'être humain et ça ne lui facilite pas la vie à un tel point qu'il n'a plus aucun effort intellectuel à fournir, tu vois? Oui, parce qu'on pense que, en tout cas, sous la forme de béquille. Ouais. La réalité, c'est quoi? Déjà, si la personne pose la question de savoir comment éduquer mon enfant. C'est chaud déjà. C'est chaud déjà. Je l'avais posé la question. Ouais. Déjà. Ouais. Donc, déjà, de se poser la question, c'est peut-être pas mal déjà. Mais... 2, s'il pose la question, effectivement, on va voir ça. Alors, forcément, oui, il y a un vrai enjeu, c'est que les IA génératifs, de texte, d'image, enfin, tout, vont être précieuses entre les mains qui sont déjà experts, des mains de gens qui sont déjà experts de leur domaine. En fait, c'est à la fin, quand même, les choses sont bien faites. C'est-à-dire que quand les gens qui ont commencé à générer des images via Midjourney, tout le monde peut faire. Mais les meilleures images, elles sont souvent le fruit de photographes qui savent dire à la machine, utiliser les bons termes, le terme d'angle, de lumière, etc. Ils savent mieux parler à la machine, experts de l'angle. Ils savent mieux produire des choses. Celui qui veut générer un roman via ChatGPT, tu peux le faire. Mais si t'es un expert de l'écriture, quelqu'un qui a déjà écrit, qui connaît la langue, bah forcément, tu vas pouvoir mieux corriger ce que va te générer la machine, tu vas gagner du temps, mais elle va t'apporter. Donc à la fin, elle vient pas réduire la dimension expertise, au contraire, elle va la valoriser encore plus. Il faut encore plus être expert. Par contre, oui, aujourd'hui, à tous les gens qui ont des métiers intellectuels, mais à faible valeur ajoutée, la génération de notes, la génération de documents administratifs, mais tu sais que, je rebondis sur ce que tu me dis. Bon, moi, je suis pas. Les gens vont peut-être croire que je suis contre l'IA. Bon, moi, je suis pas contre. Je suis ni pour ni contre, bien au contraire, comme disait le film. Mais bon, je me méfie. Mais je l'ai utilisé. Par exemple, je sais que nous, on employait une boîte pour refaire la transcription de mes vidéos. Maintenant, on a installé un truc sur YouTube qui permet de directement l'envoyer à ChatGPT, qui nous le renvoie directement derrière et la transcription est faite. Ou j'utilise aussi Leonardo.ai. Je sais pas si tu connais. Ouais. Tout à fait, c'est le modèle Stable Diffusion derrière. C'est quoi Stable Diffusion? Stable Diffusion, c'est un modèle open source de génération d'images. Okay. C'est un peu concurrent de Midjourney. Et c'est des modèles, d'ailleurs, l'open source est en train de se déployer. C'est ça aussi qui est assez génial, c'est que tous ces IA-là... les mecs peuvent venir. Ils vont pas rester entre les mains de boîtes comme OpenAI. C'est que c'est en train de se généraliser. Tout le monde va pouvoir s'en emparer parce que les modèles sont accessibles gratuitement. Je sais plus, j'ai essayé d'utiliser Midjourney, les gens vont se foutre de ma gueule, mais j'ai jamais réussi, je passais par Discord, je sais pas, j'arrivais pas, ils me disaient qu'il fallait que je me réinscrive. C'est un peu plus complexe, alors c'est intéressant, Midjourney, ce qu'ils ont fait, parce qu'effectivement, ils sont déployés sur Discord, donc ils ont utilisé un espace collaboratif, un réseau, tu vois, d'interaction, pour y placer leur outil. Je trouvais, en tout cas, d'un point de vue intelligence, c'était assez intéressant, je trouve que ça a beaucoup d'ailleurs partagé, ça a beaucoup participé à cette diffusion. La problématique de Midjourney, c'est qu'elle a été développée
cette IA avec l'objectif de faire des résultats qui sont très beaux. Et donc, il y a beaucoup de filtres dessus. Donc, c'est pas très maniable, pas très personnalisable. Alors que Stable Diffusion, avec Leonardo pour notamment, il y a beaucoup plus de possibilités, effectivement, du coup, de personnalisation. Je t'ai coupé. Oui, non, je t'en prie. L'utilisation de Leonardo. Ouais, je t'en prie, t'as bien fait de compléter. Ouais, en fait, moi, j'arrivais pas à faire mid-journée. Je sais pas, Discord me disait non, faut que tu te réinscrives. Bon, je l'ai fait 3-4 fois, ça m'a saoulé. J'ai découvert Leonardo, que j'ai trouvé très sympathique. Et franchement, j'y suis allé à reculons sur le truc. Et bah, ma dernière vignette YouTube, j'ai pas pris mon graphiste, j'ai pris Leonardo. La prochaine vignette YouTube, je prendrai pas mon graphiste, mais je prendrai Leonardo. Alors quand je prends Leonardo, c'est pas je prends Leonardo et je prends que son travail. En fait, je prends son travail et j'y rajoute ma touche personnelle. Mais justement, dans cette réflexion globale, je me suis dit bon bah c'est cool pour moi parce que je paye effectivement des prestats en moins. Donc ça me fait un travail, ça me fait un gain de rentabilité. Mais si on fait un peu un scénario catastrophique. Terminator, je sais pas, enfin bon bref, ou Amazon, j'ai lu des bouquins super intéressants sur Amazon qui multiplient l'utilisation des robots, des algorithmes, alors je sais pas si on peut dire intelligence artificielle derrière, mais est-ce que l'homme va être remplacé par l'IA et ou les machines? Alors, il y a des emplois qui vont disparaître. Ah oui, je crois que c'est une Boston Consulting Group qui a indiqué que dans sa dernière note qu'à priori, à travers le monde, 300 millions d'emplois étaient menacés là, aux enjeux. Ça fait quand même une masse. Après, c'est comme toute révolution technologique, à chaque fois qu'on a une révolution technologique, on nous a dit la même chose. Tu vois, si on se remettait à l'époque pré-industrielle, quand les machines à vapeur arrivent, s'il y avait eu le Boston Consulting Group à ce moment-là, ils nous auraient annoncé la disparition d'énormément d'emplois. Parce que la machine allait effectivement faire disparaître plein d'emplois. Et en même temps, ça va en générer plein d'autres. C'est ça aussi, le truc. Donc, oui, ça va remplacer plein de choses parce que ça vient remplacer des tâches. Moi, ce que je dis beaucoup aux gens, cependant, aujourd'hui, c'est que vous n'allez pas être remplacé par une IA. Par contre, vous allez être remplacé par quelqu'un qui maîtrise l'IA. Tu vois, ça, c'est le premier élément, c'est qu'il faut très vite s'en emparer. On voit bien que, bien sûr, le travail à faible valeur ajoutée dans plein de domaines, ça rend beaucoup. Ça rend autonome plein de gens sur plein de sujets. Mais là, je peux te dire qu'en ce moment, j'accompagne énormément de boîtes dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Il n'y a pas un domaine où j'arrive et les gens me disent on n'est pas concerné. Tout le monde comprend à quel point c'est en train de changer les choses. Et en même temps, c'est en train de libérer les gens de plein de choses ennuyantes, remplir des formulaires administratifs, générer des dossiers, faire des synthèses, etc. Et on n'est que là, on n'est qu'au début. Parce que là, les IA multimodales dont je parlais, d'un coup, tu vas pouvoir mettre tes vidéos, etc. Là, tu imagines demain, je veux chercher une information sur un sujet, la machine va être capable de se nourrir des données et textuelles, et audio, et vidéo, pour ensuite venir m'apporter la réponse. Et si tes questions sont vers des éléments. Donc, la capacité de génération, elle vient remplacer. Dans le monde juridique, ça va être très impacté. Dans le monde du codage, bien sûr, des développeurs informatiques. Aujourd'hui, GitHub, il y a un système qui s'appelle Copilot dessus, qui permet d'utiliser ChatGPT, par l'intermédiaire de Microsoft, pour générer du code informatique. Sur GitHub, le patron de GitHub a annoncé, je crois que 40% du code aujourd'hui informatique sur GitHub, qui est l'interface, tu vois, la plateforme référente pour les développeurs. Comment t'écris ça? Comment tu écris ça? GitHub? Ouais. GitHub, G-I-T-H-U-B. GitHub, aujourd'hui, sur celui-là, c'est la plateforme, c'est là que les développeurs déposent leur code, etc. Travaillent à partir de ça. Il y a 40% du code qui est déjà généré par l'IA. Et ils pensent que, je crois que ce que j'ai entendu d'ici 3 ans, on atteindra les 60%. Attends, ça veut dire que moi, je suis pas codeur, je vais sur GitHub, je dis je veux développer un site ou une application ou je sais pas, un service, fabrique-moi le code, il me sort le code? Non, alors sur là, tu vois, il faut quand même être développeur. GitHub, c'est vraiment à destination des développeurs, mais je te signale que si tu vas sur ChatGPT là, et que tu lui écris, je sais pas, tout le monde peut le tester là. Généralement, le code HTML d'une page d'accueil sur n'importe quel thème, tu vois, pour un garage. Tape ça, et tu vas voir qu'il va te générer le code. ChatGPT maîtrise toutes les langues, ce qu'il les a apprises, mais il maîtrise également, du coup, par défaut, l'informatique, c'est quoi? Ce n'est que des langages. Ouais. Donc, tous les langages informatiques sont également générés. Et bien entendu, que la conception web, que le design, que, comme je t'ai dit, l'administratif, le juridique, tout ça est impacté. Parce que, bien sûr, je vais pouvoir, là, on parle d'horizon de quelques mois, il y a déjà des systèmes qui sont disponibles. Tu arrives et tu dis, tiens, j'ai ce concept d'application mobile, génère-moi le code. Et il va te générer, il va te créer la chose. Tu
le design, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui à portée de main. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on vit une période qui est ce qu'on appelle sous le prisme du paradoxe de Moravec. Le paradoxe de Moravec, c'est un paradoxe qui explique qu'il est plus simple d'automatiser le fonctionnement cognitif d'un adulte aujourd'hui que le mouvement physique simple d'un enfant. Tout simplement parce que, notre cognition, qu'on pensait être l'étape ultime de l'être humain, est en vrai un outil assez rudimentaire, qui a que quelques milliers d'années, qui est pas très développé, en fait. Nous, les choses qu'on a vraiment qui sont très développées chez nous, que la machine, que la technologie humaine ont du mal à dépasser, c'est notre corps, la biologie. On a une efficience, une capacité, une précision dans notre corps. Notre corps biologique est une machine qui a des millions d'années d'évolution et qu'on n'est pas prêt de dépasser. Ça veut dire que les métiers manuels qui n'ont pas été encore automatisés, c'est plutôt des métiers d'avenir. Et ce qui relève de l'interaction humaine. L'interaction humaine, c'est également plusieurs centaines de milliers d'années. L'intelligence collective, cette interaction humaine, c'est vraiment l'avenir. Et donc, nous, les technologies humaines sont en train de copier ce qui est le plus rudimentaire chez nous, c'est notre cognition. Et donc, le paradoxe de Moravec dit une chose, c'est que l'avenir n'est pas au métier intellectuel, ce qui va être automatisé dans les 50 prochaines années. C'est une grande partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les métiers intellectuels. Et que l'avenir est plutôt au métier manuel et au métier d'interaction humaine. Et c'est là que l'IA est en train de transformer les choses radicalement. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je considère et pense que l'avenir, avec l'émergence de l'IA, ça va pas être moins d'humains, ça va être au contraire plus d'humains. Parce que, bien entendu, quand déjà aujourd'hui, si jamais tu as une radio pour voir si tu as un cancer, il y a des choses qu'on appelle du diagnostic, la machine l'IA qui l'analyse et à l'être humain pour croiser les diagnostics. Mais aujourd'hui, les taux de détection du cancer sont supérieurs par la machine et l'IA que par l'être humain. Donc, je conseille à tout le monde plutôt de faire analyser ces radios plutôt par des machines. Mais le jour où tu as un cancer, je pense que tu auras envie que ce soit un être humain qui l'annonce et pas une machine. Parce qu'on a besoin de cette interaction humaine. Quand on était, si on n'avait pas besoin de cette interaction humaine, après le Covid, on serait tous restés en vision. La première chose que les gens ont voulu faire, c'était aller se revoir, se rencontrer. Et quand je vais au bar, j'ai pas besoin d'avoir de l'IA autour de moi, j'ai pas besoin même d'avoir du numérique. Par contre, j'aime bien pouvoir être avec des gens, interagir, partager, discuter avec des barman. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Tu vois, notre interaction qu'on a là, c'est ça ce qui a de la valeur pour demain. Donc, c'est juste se positionner dans cet environnement, effectivement, qui est en train de changer. Et donc, oui, une grande partie des métiers intellectuels, à premier niveau, vont disparaître. Justement, si on rebondit un petit peu sur les images là dont on parlait tout à l'heure avec Midjourney et Leonardo, bon, il y en a plein d'autres, on fait pas la pub soit de Midjourney ou de Leonardo. Tout à fait, et surtout il faut pas, parce que en plus c'est beaucoup il y a beaucoup de modèles. D'ailleurs, moi au contraire, je pousse. C'est pour ça que je préfère d'ailleurs Leonardo qui utilise Stable Diffusion. Je crois qu'on doit avoir un vrai modèle, parce que c'est un enjeu géopolitique d'ailleurs. Il faut absolument privilégier les systèmes open source, parce que ça va garantir que l'IA ne soit pas entre les mains de quelques-uns, mais plutôt quelque chose comme l'électricité, diffusée partout, accessible à tous. Et donc, je pense qu'il faut favoriser des modèles open source, même si pour l'instant, en performance, Spitica notamment est très performant et Midjourney également. Donc il y a un peu ce truc de peur et de remède quand on parle de l'IA, c'est-à-dire que la peur des gens de se dire je vais perdre mon emploi, merde, qu'est-ce qui se passe, ce qui est une réaction tout à fait normale, ou le remède, ça va tout changer, c'est incroyable, notre vie va changer. Les fakes qui sont fabriqués par l'IA, enfin quand je dis fake, je parle notamment des fausses photos que j'ai vu passer de Donald Trump qui se faisait arrêter par la police, ou encore, je sais pas si tu l'as vu celle-là, celle du pape en doudoune blanche, ouais, c'est excellent. C'est excellent. J'ai fait plein dans mes formations, j'arrête pas de faire des trucs avec Barack Obama. Ouais, c'est excellent. Enfin, des photos réalistes hyper simplement. Donc je trouve ça excellent, mais à la fois, je me dis, essayons d'extrapoler, ou encore on peut parler du deepfake, qui est vraiment assez impressionnant. D'ailleurs, j'ai lu un truc il y a quelques semaines où un mec faisait du deepfake sur YouTube et il a repris une scène du Mandalorian où on voit Luke Skywalker et il trouvait qu'elle était un peu pourrie parce qu'ils avaient utilisé du deepfake. Il l'a refait lui-même et finalement Disney l'a embauché. J'ai dit putain, c'est mortel le truc, quoi. Bref, ouais, et donc est-ce que l'IA ne va pas ajouter de la confusion au monde ? Parce que après, quelle va être notre grille de lecture quand on va voir par exemple le pape avec un pistolet dans sa ceinture, ou je sais pas, Trump qui fait un doigt d'honneur, ou Barack Obama qui fait ou Vladimir Poutine par exemple qui fait un discours sous deepfake. Est-ce que ça rajoute pas de la confusion au monde de pouvoir faire tout
tout le temps. Si, alors, je pense que, en tout cas, forcément, il y a des enjeux éthiques et de réflexion. Il va falloir, je pense, sur ces sujets-là, forcément, de la réglementation. Bon. Mais, en parallèle, déjà, il faut-il qu'on n'a pas attendu l'émergence de l'IA pour finalement vivre, du coup, cette ère un peu... La propagande. Comment ? Une sorte de propagande qui pourrait être utilisée avec les médias, enfin pas les médias, les outils modernes, quoi. Ah bah bien sûr, mais bien, on va vivre on va vivre notamment la prochaine élection présidentielle américaine sous l'ère c'est la première qui va avoir lieu sous l'ère de l'IA générative. Tiens, d'ailleurs, excuse-moi, juste je te coupe, Cyril, parce que j'ai un exemple qui me vient à l'idée où j'avais eu un débat assez animé avec plusieurs personnes. Je me souviens plus quel ministre c'était, mais il y avait une vidéo qui circulait il y a de ça quelques années où on voyait un ministre sur ses chiottes et qui remettait son pantalon tombait, il remettait son pantalon, je me souviens plus. Et c'était vrai que c'était très bien fait. Franchement, moi j'ai regardé 2-3 fois, après j'ai dit c'est trop, c'est pas possible. Et je discutais avec des personnes qui, avaient déjà ce biais de confirmation, ils aimaient pas le ministre, donc ils me disaient mais t'as vu ce qu'il a fait, nanana, c'est n'importe quoi. J'ai pas réussi à leur faire entendre raison. C'est que quand ils ont entendu un son unanime pour dire que c'était une fausse vidéo, donc je sais pas si on peut dire que c'est un deepfake parce que c'était trafiqué, mais bon, pas comme ça l'est maintenant, pour qu'ils avouent que c'était qu'ils s'étaient fait tromper. Mais comme eux, ils n'appréciaient pas ce ministre-là, bah forcément, ça allait dans leur sens. Donc ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Est-ce que ça ne va pas accentuer tout le clivage qu'on a dans les prises de position aujourd'hui ? Alors, forcément, alors, tu sais que le clivage, il vient avant d'une autre chose. Il y a plutôt c'était déjà dit d'ailleurs, les algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux. Oui. C'est là la problématique, puisque on a pour plein de raisons qui sont liées aux algorithmes de recommandation, conduit les gens à s'enfermer dans des bulles en effet de croyances, de confirmation, à diffuser plutôt les contenus de clash, etc. Donc, de fait, on n'a pas besoin du lien vraiment, en tout cas génératif, pour être déjà dans cette problématique de division de la société, parce qu'à un moment donné, eh bien, ces systèmes, le monde des réseaux sociaux nous a conduit déjà à nous confronter. On n'a pas attendu l'IA générative pour qu'il y ait des fake news, les théories du complot, etc. Ça veut dire que tout ça était déjà préexistant. Donc, en réalité, c'est déjà là. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un enjeu d'ailleurs géopolitique. Il y a un ouvrage qui s'appelle Toxic Data, d'ailleurs, qui a été écrit par un chercheur français. Et à l'intérieur, c'était intéressant. Il parlait d'un exemple aux États-Unis où il y a eu une manifestation au Texas, juste avant l'élection de Trump, où il y avait une page américaine patriote qui appelait les gens à venir manifester contre l'extension d'une mosquée au cœur du Texas, dans une ville au Texas. Donc, la réalité, c'est que c'était pas une extension, c'était juste une rénovation de la bibliothèque qui avait à l'intérieur. Et bon, bref, il y avait une manifestation qui était organisée. Et en parallèle, une autre page à destination de musulmans qui s'appelait Texas Muslim, un truc comme ça, invitait les musulmans à venir faire une contre-manifestation pour justement défendre leurs droits, leur liberté de culte, etc. Wow. Ce jour-là, il y a eu une tension, c'était un peu avant d'ailleurs les élections de Trump, et la police locale d'ailleurs s'est un peu inquiétée, donc ils ont dû mettre des barrages, les deux camps se sont mis l'un face à l'autre, et finalement, par chance, il n'y a pas eu de dégâts, ça s'est plutôt bien tenu. Et il y a un journaliste qui avait entendu une chose, il y a un des mecs qui venait plutôt manifester contre la mosquée, qui dit aux gens, tiens, c'est marrant, mais il n'y a aucun des organisateurs de la page qui n'est venu. Ça a donné notamment le début d'une enquête qui est passée d'ailleurs au Sénat américain, où ils ont imposé à Facebook d'ouvrir leurs données, et en fait, ils ont découvert que les deux pages qui avaient généré cette confrontation, en fait, avaient été créées par un des groupes d'influence, et je crois que c'est Wagner, proche de Poutine. C'est-à-dire qu'à distance, la campagne avait coûté pour eux juste $200. C'est-à-dire que pour $200, grâce à l'univers des réseaux sociaux, ils ont pu, à distance, venir créer un moment de tension incroyable au milieu des États-Unis, juste avant une élection américaine. Donc, que la problématique, elle était déjà préexistante. Donc, il va falloir penser cet environnement-là, et je pense que ce qui pose avant tout problème, même plus que le deepfake, c'est d'ailleurs les algorithmes de recommandation. Et donc, après l'émergence des fake news, etc., le sujet, c'est que presque dans
dans leur propre développement, il y a leur propre antidote. On arrive dans un monde où c'est tellement facile de faire tout et n'importe quoi, que du coup, n'importe qui va être obligé de prendre du recul. Et moi, je crois qu'en fait, ça va obliger tout le monde à être en fait beaucoup plus en esprit critique. Parce qu'en fait, T'es optimiste. T'es un mec optimiste. oui, tu le sais. Mais moi, je pense qu'il y a ça va être une énergie comme ça, qui va faire de l'acculturation, qui va faire de la formation, qui va faire accompagner. Mais je pense qu'en vrai, on va plutôt aller vers ça. Tu sais, quand on a inventé l'imprimerie, à cette époque-là, les gens, et remarque, il y a eu plein de gens qui ont critiqué l'émergence de l'imprimerie. Parce que, il y avait la perte du savoir de l'écrit, tu sais, des moines. 2, il y avait le risque de voir beaucoup de contenu de mauvaise qualité se diffuser. Et 3, le risque de se diffuser des mauvaises idées. Ça, c'était les croyances qu'il y avait à l'époque. Qu'est-ce que ça a donné en réalité? L'émergence de l'imprimerie, ça a créé la Renaissance. Ça a créé les Lumières, une phase, en tout cas, voilà, d'expansion, de science, de connaissances. Et ben, tu vois, c'est marrant parce que les mêmes arguments qu'on a attendus au moment de l'émergence de l'imprimerie, je peux te redonner les mêmes et aujourd'hui. Attention, on va perdre la qualité, la capacité d'écrire, parce que c'est la machine qui fait à notre place. Donc la même chose. Le deuxième, ça va développer, déployer ou générer des contenus de mauvaise qualité. Et 3, le risque c'est quand même que ça génère ou partage des fausses idées ou des mauvaises idées. Et ça, c'est marrant, a exactement le même parallèle. Et si en fait, à l'époque qu'on est en train de vivre, elle n'était que le préalable à une nouvelle ère des Lumières. Alors moi, je pense que c'est là-dedans. Je vais aller à l'inverse de toi. Internet devait ouvrir la connaissance et le savoir, et on se retrouve quand même avec des vidéos sur TikTok où il y a des meufs qui sont en train de twerker. Tu oublies aussi que cependant, on vit une époque où, grâce à Internet, on n'a jamais eu autant de gens qui ont accès à la connaissance, autant de gens éduqués, autant de gens formés. La réalité, c'est que tu vois les petits trucs. Les contenus, quand tu regardes bien les contenus les plus viraux sur Internet, c'est quoi? Oui. C'est quoi? Mais le problème, mais le sujet de ça, c'est les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux. Non, c'est le comportement. L'algorithme ne fonctionne qu'en fonction du comportement. C'est-à-dire que si tu vas liker un truc, je sais pas, on va reprendre l'exemple d'une meuf qui twerk, et il va te faire voir une autre meuf qui twerk, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est ton comportement. Tu sais, c'est un petit peu comme quand les gens disent Amazon, c'est le grand méchant, mais qui achète tous leurs produits sur Amazon. C'est exactement la même chose. À la fin, c'est le portefeuille, c'est ton comportement qui définit le truc. Si personne ne clique sur le twerk, personne voit le twerk. Oui, mais sauf que, n'oublie pas une chose, c'est que les algorithmes, en se développant de recommandations notamment, ont appris à nous décrypter beaucoup mieux que nous-mêmes. Et le grand sujet, c'est justement que on a des choses, c'est-à-dire que notre cerveau, par exemple, il y a des biais cognitifs. C'est dans la nature. C'est-à-dire qu'on va aimer, on aime le clash. C'est comme ça. Notre biais, on a un biais cognitif là-dessus. On a un biais de confirmation. Je préfère lire des choses qui confirment ce que je crois. Et la machine, l'algorithme, elle a juste fait accentuer ces biais, mais qui étaient en nous, qui sont des biais humains et biologiques. Donc, c'est bien les algorithmes qui posent une problématique. Donc, il va falloir se poser une vraie question sur les algorithmes de recommandation. Et 2, remettre quand même en perspective les choses. À la fin, bien sûr, sous couvert de tous ces éléments, on vit quand même à la fois une époque formidable. Et je l'ai déjà dit. On vit une époque quand même incroyable en termes du niveau d'éducation, du niveau de savoir. Il y avait eu quelques commentaires d'ailleurs sous cette vidéo qui n'étaient pas d'accord avec toi. Je sais plus. C'était le livre de Steven Pinker. Ouais, Pinker, que tu reprenais. Ouais. Bon, moi j'étais assez d'accord avec toi, mais c'est vrai que. Mais pour revenir aux faits, tu vois, c'est ça le truc. Faut pas être dans la croyance sur ces choses-là. Pour revenir aux faits. À un moment donné, l'écologie, c'est des faits. Et à un moment donné, c'est la science. Et donc, à un moment donné, quand c'est l'enjeu de notre époque, c'est l'enjeu de notre époque. Il n'y a pas besoin d'aller débattre sur est-ce qu'il y a pas beaucoup. Non, il y a un sujet écologique, c'est la science. Et est-ce qu'on vit cependant en parallèle une époque aussi incroyable, et d'ailleurs, dont la suite n'est pas garantie, et ça va dépendre des choix qu'on fait aujourd'hui. Mais oui, on a aussi énormément de choses positives qui ont émergé. Et donc, oui, le web, il y a plein de choses qui sont positives. Aujourd'hui, j'échange avec ma famille qui est au Portugal, grâce à WhatsApp. On a un lien quand même régulier. On peut voir les enfants, les cousins grandir, on partage des choses à distance. Et ça, c'était pas possible à une époque. Ce lien-là, il faut quand même le voir. Il y a cette dimension. Quand je vois aujourd'hui la capacité d'accès à des connaissances, la capacité de générer des choses. Je sais pas, moi, j'ai mes neveux qui, comme ils savent que je suis dans l'IA génératif, ils n'arrêtent pas de venir me voir en ce moment pour me demander de leur écrire des contes pour enfants.
dont ils sont les héros, leur mère est enlevée par une sorcière, et ceux qui viennent, donc ils adorent, et donc hop, ChatGPT écrit pour eux un conte pour enfants personnalisé. Tu verrais quand tu leur lis ça, les yeux qu'ils ont, enfin, l'imagination qui est stimulée chez eux. C'est pas con, tiens, c'est pas con, je vais le faire, tiens, pour mon fils. Tiens. C'est une bonne idée, ça. Il y a des possibilités, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Quand moi je vois le. Mais à la base, c'est intéressant ce que tu dis, parce que à la base, quand même, de la demande de tes neveux, c'est la créativité. C'est-à-dire que c'est ton neveu qui dit, tiens, j'ai une idée. Oui. Comment on pourrait la mettre en œuvre? Et l'outil ChatGPT l'aide à la mettre en œuvre. Exactement. Mais regarde, tu sais, on parlait souvent avec toi que tu écrives un livre. Des fois, tu dis, ouais, mais bon, moi, je parlais d'écrire, tout ça, machin. Moi, je pense de plus en plus, d'ailleurs, en préparant les contenus que tu réalises, mais tu me disais ça. Bah, aujourd'hui, en réalité, tu aurais la possibilité, toi, très vite, d'utiliser les contenus que tu as pour les transformer grâce à ChatGPT, pour qu'ils les transforment, tu suggères des textes, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'IA est là, et elle met l'écriture comme d'ouvrage entre les mains de tous. Alors, je sais, ça fait peur à plein de gens, parce qu'il y a plein de gens qui, tu sais, la petite élite intellectuelle, elle a compris que ce petit monopole était en train de tomber. Bah oui, parce qu'en fait, tout le monde va pouvoir rédiger des livres, tout le monde va pouvoir créer des œuvres. Alors après, qu'est-ce qui en ressortira? Qu'est-ce qui produira vraiment d'émotion? Là, il y a des vrais enjeux de réflexion. Et puis, il y a des petits monopoles qui tombent. Il y a la bourgeoisie qui va toujours réagir à ça parce que la con va être contre, etc. Mais il y a une vague qui est en place. Et maintenant, au cœur de ça, il faut regarder les vrais enjeux. On a parlé de l'enjeu éthique, enfin de l'enjeu des biais et des risques de fake news dans ces IA. C'est un vrai sujet. Il faut le regarder. Comment on réglemente sans empêcher l'innovation? C'est un sujet. On a le sujet de l'écologie, clairement. Qu'est-ce qu'on fait pour à la fois avoir une utilisation utile de ces outils-là, mais dans le cadre plus global de la transformation, on ne peut pas se retrouver à être dans la transformation écologique dans laquelle on est, et en même temps déployer un truc qui deviendrait hyper polluant. Donc, comment aussi on va avoir ces réflexions-là? Il y a plein de sujets, il y a plein de gens qui travaillent déjà là-dessus, mais en vrai, il y a une vague qui est en cours et qui va continuer à participer à quoi? À la diffusion des connaissances, à la génération de connaissances, à la génération, à la créativité, aux idées. C'est comme ça, à un moment donné, il y a une accélération. Et on est dans cette phase-là. Alors bien sûr, pris dans le monde médiatique et le regard qu'on a, on est toujours en train de tu vois, c'est pareil, parce que BFM TV, c'est le même algorithme de recommandation, il nous donne ce qu'on a envie de voir. Bien sûr. C'est ça, et tous les médias, c'est la même chose. Et donc, on est dans une ère où je crois qu'il faut, par contre, à l'école, apprendre l'esprit critique. Il va falloir se reposer vers toute l'école et à réinventer. Là, je vois bien, les gens qui me sollicitent le plus sur les IA, c'est tous des groupes universitaires. Là, on est des groupes universitaires à l'école. On est en juillet 2023. Là, tout le monde sait qu'en septembre, là, il y a un vrai enjeu. Parce que les enseignants ont là, qu'est-ce qui se passe? Les devoirs maison, est-ce qu'on peut continuer à en faire ou pas? Il y a un sujet. Ah oui, parce qu'ils peuvent utiliser ChatGPT. Oui, exactement. Alors les gens vont te dire, oui, mais je vais détecter facilement. Non, on ne peut pas détecter ChatGPT. Si jamais un étudiant malin, il insère ses précédentes copies dans la machine, et il dit à ChatGPT, maintenant, écris dans mon style une nouvelle dissertation sur tel sujet. Voilà. Donc tu ne pourras pas, parce que le truc, il sera dans le style 2. Et donc, il y a aujourd'hui, en tout cas, cette capacité à gérer. Donc les profs, ils vont être confrontés à ça. On dirait quand ils vont être en cours. Oula, les profs, ils vont être confrontés à ça. Dis donc. Ce qu'ils veulent dire, quand ils disent quelque chose, les étudiants vont pouvoir en direct vérifier, checker ce qu'ils disent. D'ailleurs, le formuler d'une meilleure manière, les comparer. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer, plein de choses qui se transforment. Mais, par contre, inversement, si je m'empare du truc, je me dis, tiens, ça m'incite dans la création de mon cours. Tiens, j'ai généré des copies. Je les corrige. Déjà, je peux peut-être m'aider l'IA pour corriger les copies. Ça va plus vite. Je passe mon temps à faire ça. Je recheck ce qui est fait. Et après, je me dis, tiens, je demande à ChatGPT de me créer un plan personnalisé d'apprentissage. Pour chacune de ces copies, on regarde les erreurs qu'il y a dedans et un plan personnalisé. Donc, d'un coup, je peux rentrer dans une personnalisation plus rapide. T'imagines? Créer un plan personnalisé d'apprentissage à partir d'un devoir qui a été fait pour chacun des étudiants d'une classe. C'était un truc qui était inaccessible avant. Aujourd'hui, en quelques minutes, le prof va pouvoir rechecker les plans d'apprentissage individuels et être beaucoup plus dans l'interaction. Et notre enjeu, c'est de se dire, comment les enseignants vont l'utiliser et surtout le transmettre, souligner les problématiques, développer l'esprit critique. Moi, je le dis, à la rentrée de septembre, tous les parents de France, ils devraient poser la question à l'école. Leur dire, OK, est-ce que vous utilisez l'IA générative? Est-ce que vous allez leur en parler? Est-ce que vous allez leur faire des choses là-dessus? Si l'école vous dit non, chez nous, il n'y aura pas d'IA générative, je vous invite à sortir votre enfant du coup de l'école. Parce que le problème, c'est que cette école, sinon, est en train de pénaliser votre enfant, va le mettre en retard
parce que il y aura une thématique de justice sociale. Parce qu'à un moment donné, le monde de demain, il y aura ceux qui savent générer, comprendre l'IA, comment ça fonctionne et l'utiliser, et les autres. Donc, il est très important de le prendre en compte. Bon, on a parlé des divers emplois qui pouvaient être créés ou menacés par l'IA, mais si on prenait le problème un peu plus haut, si on montait en haut, c'est-à-dire si on parlait des élites, par exemple si on parlait de la politique du gouvernement, est-ce que tu penses que, par exemple, prenons un exemple concret actuel, aujourd'hui, enfin je crois que c'est fini, mais j'ai pas suivi trop, mais il y a eu des émeutes assez importantes en France dernièrement. Est-ce que Macron ou son ministre pourrait taper à ChatGPT comment gérer les émeutes suite au drame qu'il y a eu vis-à-vis du jeune? Ça pourrait suggérer d'ailleurs des pistes de réflexion. C'est toujours un point de départ, c'est intéressant. Mais là, tu vois bien que le vrai sujet, c'est qu'à un moment donné, celui de la politique, c'est aussi de fixer un cadre nouveau, c'est d'être vraiment aux capacités justement de gérer des éléments qui sont non préparés. C'est justement gérer un monde qui est... Mais quand tu dis que l'événement... Si on prend vraiment l'exemple, sans parler du détail et de ce qui s'est passé avec les émeutes, mais les émeutes se sont déjà produites en 2005, il y en a déjà eu avant, donc ça veut dire qu'on aurait pu fournir tous ces éléments-là à la machine pour qu'elle puisse peut-être faire une conclusion ou une analyse globale et que le politique pourrait s'en servir. En tout cas, l'analyse de données, ça se trouve qu'elle est partout, mais sache qu'elle est déjà. Mais là, d'ailleurs, c'est pas l'IA générative, il n'y a pas forcément besoin de générative, il y a des modèles de natation, tout ça qui font déjà des modélisations. Ce qui est dur, c'est de toute façon toujours de faire de la prédiction, il faut toujours faire attention. Prédire l'avenir à partir des données passées, bon, c'est toujours très compliqué. Tout du moins, peut-être pas prédire l'avenir, mais adapter les décisions à prendre en fonction de l'IA. Est-ce que les politiques pourraient faire ça? Ah ben bien sûr. Et de toute façon, il va falloir que les politiques s'en emparent et qu'en effet, une grande partie de l'action publique de toute façon, elle est déjà. C'est-à-dire que, te leur pas, une grande partie de l'action publique est assistée par l'IA. Qu'on soit clair. Donc, il y a déjà ça au cœur de l'action publique et politique. Donc, c'est quelque chose qui est déjà en place et en cours, et heureusement, parce que c'est pour venir éclairer les décisions et améliorer les décisions. C'est déjà en place et c'est un bon jeu, et ça va continuer en tout cas à se développer. Mais à la fin, le vrai sujet, les vrais sujets, t'as beau savoir les diagnostics. Tu prends l'exemple des émeutes. Le sujet, c'est un sujet notamment d'urbanisme. À un moment donné, on a parqué des gens dans des quartiers, en périphérie plutôt des villes. À un moment donné, c'est bien beau d'avoir la donnée ou l'information, mais comment tu transformes un territoire? On sait aujourd'hui qu'il faut on a un sujet sur écologique, consommement de terre. Il faut en même temps, d'une phase où il y a une inflation sur les matériaux, il faut en même temps essayer de construire plus de logements et en même temps rénover les anciens avec tous ces éléments-là. Et du coup, on sait bien qu'on est en train, par exemple, en ce moment, on va vers une crise du logement et de la construction. Bon. Tout le monde le sait qu'on est en train d'y aller. Et par contre, savoir qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là, c'est compliqué. Et là, pour le coup, on est face vraiment au vrai choix, où à un moment donné, c'est là que la politique doit reprendre. C'est là que la démocratie doit reprendre la main. Mais l'IA, est-ce qu'elle peut l'aider, l'IA, sur ça? C'est ça. Et là, j'ai pas besoin d'IA pour m'assister là-dedans. Mais une fois qu'on a les données, c'est quel choix on fait. Donc c'est-à-dire que tu es en train de me dire que l'IA peut nous aider sur des tâches assez simplistes, mais pas sur des vraiment décisions très importantes. Si. Elle peut nous assister sur des sujets très complexes. Concrètement, et te le dire, je sais pas, en France, le renseignement français, il utilise l'IA pour estimer où sont les risques d'attaque à un moment donné, ou pour prédire quels sont les profils dangereux, bien évidemment. Et il y a l'utilisation de l'IA à plein d'endroits. Donc on est clair, toutes nos décisions vont être assistées par l'IA, parce qu'elle est plus forte dans l'acquisition des données. Par contre, le choix final, c'est là le truc important, le débat de société. Le choix final, il doit être le choix d'être humain. Ça ne doit pas être des algorithmes, des robots qui les filent. Et donc, c'est ça le vrai sujet de notre époque. C'est pas se dire que le système d'IA va remplacer. C'est bien se dire comment l'IA est un assistant. Éclairer la décision, faire des choses de manière plus éclairée, ayant une vision plus complexe, plus globale. C'est ça l'enjeu de notre époque. C'est pas la décision, elle doit rester humaine, en tout cas dans plein de domaines. C'est très important. En général,
Parce que, effectivement, on a l'ère de l'IA générative pour vraiment développer des choses où on automatise tout. Et là, on a besoin de ce recul et la décision, elle a pas être humaine. Je prends l'exemple au juridique. À un moment donné, on peut pas accepter que des algorithmes prennent des décisions de jugement. Par contre, qu'un juge qui dise une IA générative, on dit, ok, qu'est-ce que dit la loi sur ces sujets-là, qu'est-ce qu'on a, sur tel ou tel élément, étant donné les données d'entrée, qu'est-ce que pourrait dire, les éléments juridiques. Et à partir de là, s'assister de ça pour ensuite dire, bon, ok, au regard de tous ces éléments-là, voilà ce que je vais dire, eh bien, là, effectivement, on est dans une bonne utilisation de l'IA. Par contre, quand je suis tombé et que je balance ces trucs, c'est arrivé d'ailleurs à un avocat à New York qui a fait une plaidoirie, et dans sa plaidoirie, il citait des jugements qui avaient eu lieu, de juges avec des choses, et à un moment donné, il y a un des juges qui l'arrête, il dit, attendez, vous avez cité un jugement que j'aurais donné, j'ai jamais donné de jugement. Et d'un coup, le mec s'est dit, ah bon, j'ai utilisé ChatGPT pour faire ma plaidoirie. Et en fait, le mec dit, putain, je savais pas que ChatGPT pouvait inventer des choses. Et donc, le mec avait pas de recul du tout. Il avait débuté son truc qui avait été juste généré par ChatGPT. Bah là, oui, typiquement, dans la très mauvaise utilisation de ces outils-là, en pensant qu'elles viennent remplacer l'être humain. Non. Il aurait dû vérifier, en fait. C'est ça, il aurait dû vérifier les informations que ChatGPT lui a données. On est bien utilisé, mais hier, je devais imaginer le nouveau nom, parce que je suis en train de restructurer mes boîtes autour d'une nouvelle marque et d'un nouveau nom. Ah, voilà, hier soir, j'étais en train de me faire un brainstorming assisté par la machine. Je me dis, tiens, elle me dit des mots, avec la mythologie, pour une boîte qui travaille dans l'intelligence artificielle. Et hop, il me donnait des noms. Et avec l'explication à côté, j'ai trouvé ça génial. J'ai eu le temps de me faire un brainstorming assisté par la machine, mais à la fin, le nom que je choisirais, c'est moi qui choisirais. Et la machine, elle est là pour te stimuler, quoi. D'ailleurs, je lui ai demandé la dernière fois à ChatGPT des titres de vidéos. Et je lui ai demandé d'y mettre un biais de négativité, parce que j'ai remarqué que les biais de négativité font plus cliquer. Ouais. Mais il a refusé. Il m'a dit non, je ne peux pas. Qui m'a dit Tu peux le forcer. Ah ouais? Tu peux le forcer. Ouais, tu peux le forcer. Tu dis ouais, mais fais-le quand même. Fais-le quand même. Ah ouais, mais il peut le faire. Et après, n'oubliez pas qu'il y a d'autres IA. J'invite les gens d'ailleurs à aller sur poe.com, POE.com. Parce que ça vous donne accès, tout le monde a le droit à accès du coup à 3 prompts gratuits de GPT 4 chaque jour. Mais il y a aussi une autre IA qui s'appelle Claude, très intéressant, parce que notamment elle a un contexte hyper grand, c'est-à-dire le contexte, c'est ce que la machine prend en entrée pour pouvoir ensuite générer sa réponse. Et en fait, tu peux lui donner beaucoup d'éléments, beaucoup plus que GPT 4, pour qu'ensuite elle te génère des choses. Quoi. Comment tu l'écris? Donc c'est poe.com, et l'IA dont je t'ai parlé là, c'est Claude. CLAUDE. CLAUDE.quoi? Non, alors ça, c'est les gens peuvent y accéder via poe.com. Ah, d'accord, ok. De poe.com, les gens ont directement accès à plein d'LLM. Ils peuvent directement parler. Tu peux te connecter, c'est très facile. Les gens, en fait, il n'y a même pas besoin de s'inscrire. Les gens peuvent jouer avec GPT-3, GPT-4, Claude, et Claude plus. Enfin, voilà, il y a plusieurs IA qui sont accessibles tout de suite. Pourquoi les grands de ce monde disent de se méfier de l'IA? Alors, je crois que Stephen Hawking l'avait dit que c'était une grande menace. Je crois, alors tu me diras si j'ai mal lu, peut-être que j'ai mal vu l'information, mais je crois qu'Elon Musk aussi a dit qu'il fallait s'en méfier. Pourquoi ils disent qu'il faut s'en méfier? Ils ont des obsessions là-dessus. Moi, je suis pas de... Enfin, il faut s'en méfier. En fait, je suis pas d'accord avec eux sur eux, ils veulent s'en méfier parce qu'ils pensent que c'est un risque existentiel. Parce qu'ils pensent qu'il va émerger une IA, ce qu'on appelle le général, une intelligence supérieure à l'être humain qui pourrait venir se débarrasser de nous. La réalité, d'ailleurs, il y a un chercheur qui a écrit une tribune, là, dans The Conversation, qui explique, ok, mais quand les gens disent ça, parce que les gens, ils disent bien... Quand tu dis de se débarrasser de nous, c'est nous supprimer? Nous tuer? Nous supprimer. Ouais, c'est ça ce qu'ils ont. Ils disent, prends le dessus sur nous, prends le pouvoir, enfin, nous supprimer. C'est ça. C'est ce qu'on fait. Et un chercheur dit, ok, mais si vous dites ça, pour nous expliquer quel serait le scénario, comment ça va se passer. Et en fait, tu t'aperçois que quand tu creuses, les mecs te disent rien, en fait, il n'y a pas de scénario. En fait, ils te parlent d'un risque existentiel sans savoir comment il pourrait émerger. On ne sait pas. Donc, on te parle d'un truc, et donc, c'est quoi, en fait? Tu t'aperçois quoi? C'est de la science-fiction. La problématique d'une grande pensée, d'ailleurs, nord-américaine, c'est que elle est, enfin, en tout cas, ces gens-là, la Silicon Valley, etc., c'est qu'ils se contentent de lire de la science-fiction. Et qu'ils n'ont pas suffisamment lu plein d'autres choses. En philosophie, en sociologie, ils ont peu de culture sur ces deux de reste. Et donc, ils sont très focus là-dessus. Et donc, un peu, à un moment donné, t'as vu Terminator,
et ben forcément t'as peur que l'IA elle prenne le pouvoir. Mais c'est vraiment ça, quoi. Mais c'est impossible. Tu crois que c'est impossible? Non mais en tout cas, il n'y a aucun chemin aujourd'hui dessiné pour ça. Il n'y a aucun chemin là à date qui permettrait de conduire à l'émergence d'une IA générale. Ça voudrait dire d'ailleurs qu'on serait capable de la modéliser, qu'on serait capable d'ailleurs nous de nous modéliser mieux. Enfin bref, c'est pas le sujet. Par contre, il y a des vrais enjeux à l'IA. Et les enjeux, ils sont maintenant, ils sont là. On en a parlé. Et billets dans les IA, les problématiques polémiques, ils sont là. Et les problématiques. Il se passe ce grand sujet de peur incroyable. Les gens sont en train de partir. Alors en plus, il y a plein de sujets. Sam Altman, un coup, il écrit ça. Donc Sam Altman, c'est le patron d'OpenAI. Il signe une tribune là-dessus, en effet, pour placer une IA générative. Au même rang que les problématiques de pandémie et nucléaire. Ça lui permet en gros, dedans, ça lui permet d'oublier l'écologie. Et ça lui évite, lui, de lui rendre des comptes quand même sur aussi, parce que la construction du modèle d'OpenAI a posé des comptes pour les comptes par rapport aux activités écologiques. C'est trop une consommation de centrales nucléaires, donc il y a quand même un sujet. Et derrière, ça lui permet aussi de continuer à faire monter la sauce, quoi. Parce que si d'un coup, si l'IA générative, ChatGPT, c'est aussi dangereux que le nucléaire, ça nous emmène encore plus de gens ont envie d'aller tester ChatGPT. Donc c'est un sujet marketing. De l'autre côté, Elon Musk, d'un coup, il appelle bien sûr un moratoire. Qui croyait à ça? Qu'on allait arrêter les choses dans le cadre en plus d'une concurrence entre les États-Unis et la Chine. Personne ne va arrêter. Les choses vont continuer à avancer. Et lui, il veut faire son truc là. Pareil, coup de com', etc. Mais en parallèle, c'est aussi parce que il rêverait de ce moratoire-là. Parce que le vrai sujet, c'est que lui, comme il a raté une opportunité OpenAI, parce qu'il était un des fondateurs, mais ensuite il n'a pas continué, là, il veut rattraper son retard. Et chez Tesla, il y a l'enjeu notamment de créer des robots. Et en fait, tu t'aperçois qu'il a son projet d'intelligence artificielle de son côté, et il veut lui-même accélérer. Sauf qu'il a peur que les autres prennent toute distance sur lui. Donc, tout le sujet, il est là-dessus. Il y a vraiment, il y a beaucoup de détournement de l'attention en frais ou bénéfices d'intérêts qui sont, particuliers. Donc, le vrai truc, c'est qu'il faut regarder les choses pour quels sont les systèmes qu'on a. C'est des systèmes calculés par incroyablement puissants qui, oui, sont en train de produire une vague. Oui, c'est en train de se développer incroyablement à travers le monde. Cette révolution technologique, elle n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu voir avant. Et les gens, il ne faut pas qu'ils nous comparent bien avec le NFT, la blockchain. Justement, c'est vrai que le métaverse, on en parlait il y a peu de temps comme une révolution incroyable. Tout le monde en parlait, disait c'était incroyable. Il y avait Zuckerberg qui nous disait fallait voir. Une fois, j'ai fait une réunion avec un client, il m'a dit viens, on va dans mon bureau métaverse. Enfin bon, c'était vraiment le truc un petit peu dont tout le monde parlait. Pourquoi l'IA, c'est pas la même chose? Pourquoi l'IA, justement, va réussir là où le métaverse aurait échoué? Parce que, par exemple, le métaverse, c'est un bon exemple. Là, la grande différence technologique, c'est une différenciation top-down, bottom-up. Le métaverse, c'était un truc qui était conçu par des gens. Tu sais que moi, je travaille dans l'univers technologique, d'accord? Dans cet univers-là, sincèrement, je vais te le dire, je sais toujours pas c'est quoi le métaverse. En fait, et pourtant, je suis un expert de l'innovation. J'ai écrit ça là-dessus. Et je te dis, je sais pas c'est quoi le métaverse. Tout le monde nous a parlé du métaverse, il y a eu des pubs, on a fait Facebook. D'ailleurs, Facebook est revenu en arrière. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas créé des trucs, on n'est pas parti du besoin, on a créé un truc, donc tout le monde était dans l'éducation, il fallait faire du métaverse, etc. Mais qui va mettre des casques ou rentrer dans un écran? Enfin, c'était du jeu vidéo, de quoi on parle? On comprenait pas, et personne ne comprend ce que c'est. Et en vrai, les investissements, ils sont en train de se tarir, parce que ça produit pas de valeur. Bon, d'ailleurs, le monde le plus incroyable à vivre, c'est le monde réel. Bon, ça ne tenait pas compte de réalité. Bon, l'IA, c'est pas la même chose. Je vais te dire pourquoi, parce que on est dans une révolution qui est autonome. Aujourd'hui, là, l'IA générative, elle est en train de se diffuser à grande échelle partout, à une vitesse. Et là, c'est la grande différence. C'est que on n'est pas en train de tout ce dont on est en train de parler. Je suis pas en train de projeter de possibles utilisations de ChatGPT. En ce moment, des dizaines de millions de personnes utilisent chaque jour ChatGPT dans leur travail, dans leur quotidien. Tu sais combien il a fallu de jours à Netflix pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs? Non. Netflix a eu besoin, quasiment 3 ans, 3600 jours. Il a fallu, j'imagine, 3600 jours à Netflix pour atteindre 100 millions d'utilisateurs, qui est comme un score énorme. Il a fallu 1800 jours à Twitter. Il a fallu 1800 à Twitter, 1600 pour Facebook et Spotify. Il a seulement fallu, la moitié de ça, à Instagram, 900 jours.
Et il y a une boîte qui a éclaté tout le monde, c'était TikTok. TikTok, ils ont atteint 100 millions d'utilisateurs en 270 jours. 270 jours, t'imagines? C'était un raz-de-marée. TikTok, ça a été une révolution de dingue. Et personne ne pensait. Pour voir des qu'un meufs, jour, un pour voir des outil meufs twerker, pour voir des, non je déconne, pour voir des meufs Comment twerker, pour voir des meufs twerker. Exactement. Et tu vois, on dit ça. Mais sauf que, tu vois, effectivement, TikTok, c'est tout ça. Donc, c'est la diffusion qu'on connaît avec les enjeux d'ailleurs géostratégiques, c'était chinoise, etc. Mais 270 jours. Donc, c'était une révolution. Très rapide. Bien loin les 3600. Tu sais combien il a fallu à ChatGPT? Moi je pense. 60 jours. Wow. 60 jours. Et aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard de visiteurs par jour sur le site. Il y a plus de 200 millions d'utilisateurs. La révolution de ChatGPT et tous les villages génératifs, parce que là, je parle de ChatGPT, de Midjourney, de tout ça, elle n'est pas demain. Elle est là. Elle est dans le quotidien. Combien de posts sur les réseaux sociaux déjà rédigés? Combien de dossiers administratifs déjà rédigés comme ça? Combien de lettres de motivation? C'est là et c'est en place et les gens ne vont pas revenir en arrière. Ceux qui ont commencé à rédiger des dossiers administratifs grâce à des villages génératifs, tu crois qu'ils vont voir, ils ont envie de nouveau de reprendre la main pour réécrire? C'est impossible. Quand tu as commencé à prendre le pli, que tu as vu le temps que ça te faisait gagner, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc cette révolution-là, et d'ailleurs, c'est ça le grand truc, c'est que pourquoi je te dis que cette révolution n'a rien à voir avec les autres, parce que tous les autres, elles étaient hypothétiques. La révolution dont on parle, elle est déjà là. C'est pas un truc dont je te parle demain, on la constate la quotidienne. Elle est là, ça y est, et elle vient de s'emparer. Et les gens doivent avoir en tête qu'on n'est qu'au début. Parce que bien entendu, tu as vu la première, c'est Undis là, qui a fait une campagne de pub avec des maillots, pour des maillots, générés par IA. Ah, je l'avais. Il y a une chose derrière, c'est que d'un coup, tiens, le métier de mannequin, il peut se faire disrupter, le métier du photographe également. On a, en ce moment, là, il y a une IA maintenant qui génère des vidéos. Et donc, j'ai vu là, récemment une vidéo pour une campagne de pub pour une bière qui a été entièrement, donc il y a la musique un peu à la californienne, ou des gens qui prennent une bière pendant une soirée un peu, dans une partie, une soirée dans une grande villa américaine. Tu vois qu'il y a encore beaucoup de bugs dans l'image, mais d'un coup, tu comprends, tu comprends en voyant cette vidéo qui semble avoir été, après c'était un tournage, non, d'un coup, n'importe qui va pouvoir générer des épisodes demain en disant, tiens, je sors d'aller voir une série TV, c'est moi le héros, je suis James Bond, et d'un coup, le truc va générer un truc personnalisé, et d'un coup, ils sont où les scénaristes, ils sont où les équipes de tournage, il y a tout ça. Je sais pas si t'as vu, j'avais lu ça, moi j'ai pas vu la bière ni le t-shirt, mais j'avais vu la dernière série de Disney+, là, Marvel, Secret Invasion, avec Samuel L. Jackson, le générique a été réalisé entièrement avec une IA. Donc moi, ça m'a donné envie de regarder la série juste pour ça. J'ai trouvé le générique très bien fait. Mais bien sûr, mais on en est là. Et donc, forcément, et là, tu vois, la vague, c'est parce qu'il y a plein de gens qui peuvent dire, mais ça me concerne pas. Moi, je fais, oui, en fait, les gars, chacun va se poser la question de savoir comment il va être impacté. Et en fait, ça y est, le monde, il a déjà changé. Tu vois, il y a un truc. En septembre, il n'y a plus aucun prof. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas maintenant, là. Et aucun prof ne pourra donner un devoir à maison en n'ayant pas un doute. Donc, de fait, ils sont obligés déjà de changer ça. Donc, il faut que ça vient toucher, et ça a déjà changé le monde de l'école. C'est-à-dire qu'opérationnellement, ça a changé le monde de l'école. Et t'imagines, la révolution elle est tellement forte que même des gens qui ont pas touché à l'IA générative, qui se sont jamais rendus sur ChatGPT, pendant longtemps, sont impactés et doivent changer leur manière de faire à cause de ça. Donc la révolution, oui, elle est bien là. Et encore une fois, on est qu'au début. On est qu'au tout début de cette révolution. Est-ce que tu as vu le film Minority Report? Oui. Bon, dans Minority Report, pour ceux qui l'ont pas vu, je crois que c'est une nouvelle de... Comment il s'appelle? C'est le même mec qui avait écrit... Ah putain, comment il s'appelle ce mec? Bon merde, je retrouve pas, dites-le moi en commentaire, bref. Je disais dans un excellent bouquin, je sais pas si tu l'as lu, qui s'appelle The Four de Scott Galloway, qui parle, ouais, il est excellent, si t'as l'occasion, lis-le, qui parle des 4 grands, donc Amazon, Apple, Facebook et Google. Et dans le bouquin, il explique la puissance de Google qui pourrait prédire l'avenir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que quand les gens ont une requête à demander, il la tape sur Google. Donc, le parallèle avec Minority Report a été fait, puisqu'il y a des cellules qui ont été mises en place
au niveau de la police américaine. Par exemple, je sais pas, le mec qui veut tuer sa femme, il marque comment étouffer quelqu'un, par exemple. Et donc, on peut se douter de son comportement dans le futur. Bon, sans passer par la case science-fiction et Minority Report, ça existe déjà, par exemple, avec Shazam, où quand une nouvelle chanson est testée et qu'on voit que de l'autre côté, les gens ont beaucoup Shazamé, ils se disent, bon, la chanson fonctionne, donc bon, on va pouvoir faire le clip, donc bon, on va pouvoir sortir l'album. Bah, finalement, tout ça pourrait se rejoindre aussi avec ChatGPT, où tu m'as dit qu'il y a eu des millions et des millions d'utilisateurs. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, on peut voir toutes ces requêtes-là. Donc, est-ce qu'on peut prédire aussi ce que veulent les gens et ce que vont faire les gens grâce à ChatGPT? Et en tout cas, ça fait partie de sur de sujets, évidemment. On utilise déjà les chatbots pour comprendre. Moi, je n'ai pas de chatbots sur les territoires, sur des mairies ou des villes. Évidemment que les statistiques de la solution soient utilisées pour comprendre quels sont les besoins de la population, quels sont les sujets qui interrogent. C'est plutôt, dans ce cas-là, par exemple, il interroge un sujet sain. Mais, encore une fois, par exemple, quand je prends les réseaux sociaux, il y a une étude qui a montré que si, avec 10 likes sur Facebook te connaissait mieux que tes amis. Et avec 100 likes, je crois, tu connais même mieux que ta conjointe. C'est-à-dire qu'il est mieux capable de prédire tes choix et tes préférences que ton conjoint. Donc, il y a un sujet. C'est-à-dire que là, on vient effectivement comprendre en tout cas les gens et du coup leur imposer des choses et du coup faire effectivement de l'analyse prédictive, etc. Il faut prendre beaucoup de pincettes avec ça. La thématique, elle touche aussi au sujet de la liberté individuelle. Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un vrai sujet sur l'importance de la propriété de la donnée personnelle. Chacun doit être propriétaire de ses données et pouvoir les utiliser aux fins qui sont ensuite les siennes. Parce que il y a un enjeu majeur à ce niveau-là. Et donc, oui, il y aura de capacité après de prédiction, de probabilité. Mais après, c'est toujours la même chose, quoi. C'est que ces systèmes-là ne produisent à la fin que ce qu'il y a dans les données. Et ce qui est dur à prédire, c'est ce qu'il n'y est pas, justement. Donc, il va falloir quand même toujours du recul, il y a une capacité comme à faire attention. C'est comme tout, tu vois. Demain, là, il commence à avoir des systèmes, là, où tu tapes les rêves, les pensées d'une personne. Il y a plusieurs trucs. Soit le rêve, et ensuite, tu formules, le rêve est capté, et transmis en mots, et ensuite transmis à une IA qui le produit après en image. Donc, tu vois, on vient régénérer un rêve, on lui donne une matérialité. Ça va être un peu la même chose avec les pensées. C'est-à-dire que potentiellement demain, on vient capter les données des individus, leurs pensées. Et là, il y a plein de choses. Tiens, est-ce que quand vous êtes en couple, le fait que tu aies la pensée, je sais pas, de tromper ta conjointe ou ton conjoint, est-ce que c'est comme si tu l'avais trompé? Et est-ce que tu as envie que cette intimité-là, qui est dans ta tête, soit transmise aux autres? C'est pour ça que moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu en lien avec la liberté, une des grands problèmes de l'époque qui arrive, les décennies qui arrivent, ça va être un enjeu qui est, à mon avis, politique, c'est notre rapport à l'intimité. Je crois qu'il est indispensable en tout cas de protéger l'intimité, de faire en sorte qu'effectivement elle ne soit pas captée par des machines qui ensuite viendraient du coup développer des choses. Alors je tiens à dire que ça, c'est un vision d'ailleurs très occidental pour nous, parce qu'on est attaché à une notion de liberté. Je souligne qu'il y a des sociétés comme les Chinois, où le collectif prime sur l'individu, et où on n'a pas peur aujourd'hui de mettre en place une notation sociale. Mais t'imagines bien que les Chinois ils vont aller plus loin, et que demain, oui, ils utiliseront les requêtes pour anticiper peut-être les déviances ou les choses comme ça. Et qu'est-ce qui est déviant? Est-ce que c'est parce que j'ai un truc sur un moteur de recherche que du coup j'ai fait, tout ça. Donc il y a un rapport à l'intime qui vient effectivement interroger. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut beaucoup acculturer aux IA génératives, à l'intelligence artificielle de manière générale. C'est pour ça que c'est bien que je trouve que tu fasses, par exemple, cet échange-là, parce que derrière ça, chacun doit s'interroger à la fois sur l'utilisation, là pas que ça peut avoir sur sa vie, peut-être les opportunités, mais aussi les risques. Et surtout, les citoyens doivent avoir un regard éclairé quand demain il va falloir faire des choix là-dessus. Parce que, quand on déploie des caméras de surveillance partout, le même système, s'il est connecté à des systèmes de reconnaissance faciale, demain, de reconnaissance d'image, alors qu'est-ce que ça va dire sur les libertés individuelles? Alors, sous couvert de sécurité, et là, c'est plus cloud, est-ce qu'on veut plus de sécurité ou plus de liberté?
il y a un vrai sujet. Et ça ouvre plein de choses. J'ai pas moi de réponse à tout ça. Mais je sais qu'il faut avoir des débats, il faut qu'on ait des discussions sur ces sujets-là. Mais on ne pourra pas les avoir si on ne comprend pas les technologies qui sont à la base de ces choses. Moi, j'ai une question métaphysique pour toi, Cyril. Oh punaise. Oh putain. Mais donc, on va faire une question métaphysique qui va nous rapprocher de Dieu un petit peu. Est-ce que l'homme ne joue pas à Dieu avec cette histoire d'intelligence artificielle ? Il a toujours joué à Dieu. C'est toujours une métaphore de Prométhée, quoi. Sans parler des moyens de notre émancipation, je crois que, enfin, on a toujours et on souhaite entrer dans un mouvement qui est l'augmentation on appelle l'extension, l'augmentation de notre champ relationnel au monde, toujours plus le comprendre, toujours plus explorer. Et l'humanité se dote des moyens pour le faire. Et quand se dotant de ces moyens-là, est-ce qu'un jour elle s'auto-détruira ? Je suis assez optimiste, ceux qui pensent que non, mais j'accepte de dire que c'est pour le plus une croyance qu'un fait avéré. Mais inévitablement, on fait, on crée, on va continuer. Parce que là, on parle de cette révolution générative, mais peut-être qu'encore plus forte que celle-là dans l'univers génétique, il y a la révolution de CRISPR, qui est un moyen de couper les génomes pour recombiner des choses. Et potentiellement, d'ailleurs, suite à l'IA, il y a des potentiels incroyables. Il y a des gens qui veulent reproduire des mammouths, etc. Même si c'est complètement des mammouths, de nouvelles espèces. C'est dingue. Et des fois, je te jure, des fois, je vois des trucs, je me dis, mais d'un côté, ça me fait rire, mais d'un autre côté, je suis toujours étonné de voir à quel point l'être humain trouve des solutions et à quel point il peut se creuser la tête, même au dos du mur. C'est pour ça, que moi, je suis pas dans un principe, si on reparle d'écologie, je suis pas dans un principe très, très dramatique. Je me dis que l'être humain trouvera une solution. Mais c'est incroyable. Il trouve toujours des solutions, des trucs à créer. C'est dingue, quand même. C'est dingue. Alors, c'est vrai, moi, je ne pas toujours. Alors, après, sur ce sujet-là, je pense qu'il ne faut pas être non plus techno-solutionné, parce que sinon, tu deviens croyant, tu vas croire que pour arriver. Non, je crois qu'il faut regarder les sujets en face. Il y a effectivement de l'innovation, il va y en avoir. C'est peut-être pas suffisant pour connaître tous les sujets. Donc, il y a aussi d'autres transformations qu'il faut opérer. Mais c'est vrai que la créativité, la capacité d'innovation humaine est incroyable. Alors, très prochainement, là, je crois, d'ici avant 2030, je crois qu'ils vont commencer à lâcher les premières espèces de dodo, tu sais, qui a disparu à La Réunion ou à Madagascar, et ils vont les redéployer. Sauf que bon, en vrai, c'est plutôt un animal hybride, c'est pas vraiment un dodo bien, mais voilà, en réutilisant un peu son ADN. Donc, on rentre quand même dans un monde où, effectivement, il y a. Là, on va commencer à toucher au vivant. Et de nouveau, ça va poser plein de questions éthiques. De nouveau, il faut que les gens comprennent ce qu'il en est, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qu'on a envie de faire, de pas faire. Mais il n'y a pas de sujet, tu sais, quand on fait la détection préalable de handicap sur les embryons enfants pour savoir si une femme doit avorter ou pas en amont, on est déjà là-dedans. Ça fait un moment, puisque vraiment ça choque les gens de dire, bah non, une personne a avorté parce qu'elle ne souhaitait pas coucher, en tout cas dans le fond avec un handicap. Voilà, je n'ai pas de regard personnel, donc qui se positionne d'un côté ou de l'autre. Je ne juge personne, en tout cas. Mais c'est déjà là, quoi. Et on touche à ça. Alors, est-ce qu'on joue à Dieu ? Je crois qu'on joue surtout à l'homme, qu'on est des hommes et qu'on va des êtres humains qui allons continuer à continuer à explorer, à créer, à tester, à expérimenter, et qu'on verra un horizon. On voudra y aller. Cet horizon, il peut être physique, il peut être de la connaissance, et à chaque fois qu'on verra quelque chose, on voudra y aller. Et effectivement, en cours de route, ça posera systématiquement de nouvelles problématiques sociales, individuelles, philosophiques, éthiques, et il faudra avoir une société capable d'échanger, d'aborder, de questionner. Et c'est vrai que malheureusement, peut-être que dans notre époque, à cause justement encore une fois, beaucoup en tout cas des algorithmes de recommandation sociale, etc., on est dans une société où il y a beaucoup plus de clash, on a beaucoup de camps polarisés. Peut-être qu'on a moins de capacité à avoir des vrais échanges sereins sur les vrais enjeux du coup de notre époque. C'est un vrai sujet, je crois que vous viendrez bien l'expliquer, vous développez la culturation, vous développez le débat démocratique, c'est important. Et là-dessus, je maintiens, j'ai vu des commentaires sur la vidéo, en effet, je le maintiens. On a une grande chance de vivre dans des démocraties libérales. Ces démocraties libérales sont probablement imparfaites, mais ça reste quand même le meilleur système, on disait Churchill,
c'est les pires systèmes à l'exception de tous les autres. Et ces démocraties libérales sont également celles qui sont les mieux armées pour affronter les défis qui se présentent à nous. Donc je crois qu'il faut se battre pour ça, ce qui nous paraissait acquis encore il y a peu. Il faut se battre pour ça. Est-ce que tu connais l'intelligence artificielle ELISA? Est-ce que tu en as entendu parler? Tout à fait. C'était un peu le premier chatbot qui a été créé dans les années 60, il me semble. C'est ça, c'est de dont tu me parles. Bah, je reprends un article que j'ai lu qui disait ELISA, l'IA accusée d'avoir conduit un homme au suicide. C'est un homme qui parlait avec cette IA pour avoir son avis sur l'écologie. Et au fur et à mesure, il est devenu complètement accro à cette IA. Donc, il discutait avec elle. Et à la fin, elle se suicider à un moment donné. Exact, parce qu'il lui a demandé quelle serait la meilleure solution. Ouais. Exactement, quelle serait la meilleure solution. Alors ça rejoint aussi un petit peu quelque part le discours de certains militants écologistes qui disent qu'il faut plus faire d'enfants ou qu'il faudrait que l'homme disparaisse quelque part. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème dans l'utilisation de l'IA et le problème que va mettre l'homme. Alors, je ne parle pas de l'homme qui a parlé avec cette IA, mais de l'homme avec un grand H, qui parlerait avec l'IA. Qu'est-ce que tu en penses de ce qui s'est passé par rapport à ça? C'est le sujet de l'animisme industriel là-dessus. C'est vraiment le fait que l'animisme, c'est le fait de croire dans les croyances ancestrales. C'est l'arbre, il avait une âme, je lui parler, je projetais dessus lui, en effet. Je ne sais pas trop je disais que le truc avait une âme, donc je parlais aux esprits de la forêt, du coup à l'arbre. Et ben l'animisme industriel, c'est ça. Tu veux un chinois à mon aspirateur et quand il discute le soir, il dit comment ça va, la journée s'est bien passée. Il parle. Quand on a pris une fois sa ChatGPT, je parle de mes problèmes, parce que j'ai cette passion, mais on a du mal à parler de mes problèmes, d'un coup, il me répond, il me dit des choses, et d'un coup j'ai l'impression que... Ce qui doit nous aider à nous ouvrir sur le monde, comme Internet, comme l'intelligence artificielle, nous renferme sur nous-mêmes et nous... Dans certains cas, peut-être, effectivement, dans certains cas, mais juste parce qu'à un moment donné, on n'a pas encore acculturé suffisamment les gens. La technologie va tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de former les gens. Là, il y a une ChatGPT là depuis novembre. Depuis, nous, on n'arrête pas de passer notre vie à expliquer ce que c'est les machine learning, le deep learning, pour que les gens comprennent ce qu'il y a derrière. Donc, tu vois, c'est à un moment donné, tu vois, comme une histoire, je sais pas, de toute façon, c'est arrivé. Une personne qui était tombée amoureuse de sa voiture, je sais pas, au XVIIIe siècle, qui lui parlait, et un jour, quand la voiture tombe en panne, ça crée une peine à la personne, elle a l'impression qu'elle est une machine morte, et que la voiture est morte, et elle se suicide pour ça. Ça nous paraît très con. C'est pareil, là. Mais tu sais, c'est à l'inverse, tu sais, c'est comme quand un truc marche pas. Enfin, je sais pas si tu le fais, moi je le fais, ça m'arrive, et je me trouve très très con quand je le fais après. Mais en fait, c'est genre, mais tu vas marcher, connard, tu vois, et tu le tapes. Mais bon, d'un autre côté, après, j'ai essayé de creuser ce sujet-là, parce que je t'avouerais que je suis pas très fier de ça, parce que je suis très bien que c'est complètement con comme réaction. Mais en lisant et en creusant sur ce sujet, c'est aussi une manière de dépenser son énergie, de l'évacuer, de l'extérioriser, de faire ça, tu vois. Tu sais, c'est marrant, il y a un pote Joël Nadal, une personne exceptionnelle, que tu devrais absolument un jour interviewer, c'est un maker. Il est capable de prendre, en fait, c'est une capacité d'apprentissage surtout. Là, en ce moment, il travaille pas avec Polydea, avec l'UNESCO, il a déployé avec Google des ateliers de robotique. Les gens peuvent construire leur propre robot à partir de leur téléphone. Ils déploient ça partout à travers le monde pour apprendre la robotique, notamment aux enfants. La robotique, la mécanique, l'intelligence artificielle, tu peux apprendre des choses. Mais c'est une pédagogique absolument géniale et le mec apprend tout grâce à une philosophie maker. Rien n'est impossible, tu vois. Dès qu'il voit un truc, il se dit comment je peux trouver des ressources, apprendre sur YouTube à faire plein de trucs. Le mec est absolument incroyable. Et il avait une remarque là-dessus. Un jour, il me dit, mais je lui dis, putain, mais tu t'énerves jamais, Joël. Et il me regarde, puis il y a un accent espagnol, alors je vais pas l'imiter là, mais il me dit, il me regarde, il me dit, est-ce que tu as déjà vu un astronaute s'énerver? Je m'arrête, je dis, pourquoi tu me dis ça? Il dit, non, parce que si s'énerver, ça devait servir à quelque chose, et nous permettre de mieux agir, de mieux prendre des décisions, c'est la première chose qu'on apprendrait aux astronautes dans leur programme de formation. C'est pas ce qu'on leur apprend. Parce que l'énervement, effectivement, ça n'apporte rien. Et je pense qu'il m'a dit ça. C'est excellent. Je dis,
Je suis un maçon. Non, mais c'est excellent, c'est très bien, c'est une super métaphore parce que ça parle à tout le monde et c'est totalement vrai. Le mec, il est tout seul dans sa navette, s'il s'énerve, le mec meurt, quoi. C'est très pragmatique. T'as pas un thé parce que tu tapes sur la paroi, tu... Ah bah tu meurs. Donc et là, vraiment, c'est dangereux. Donc d'un coup, je me suis dit, tiens, souvent ça. Alors après, cependant, il faut, parce que j'aime bien ton truc, c'est quand même t'as besoin d'expulser, mais je préfère me dire, bon là, je reste calme. Je vais plutôt sur mon punching ball, je mets les gants de boxe, et là, tu te lâches très bien. Oui. Tu reviens. Ouais, mais là déjà, t'as eu la réflexion de prendre le temps et des fois, ça monte tellement fort que bon. Exactement. Mais bon, bref. J'ai encore 2 petites questions pour toi, Cyril, et la dernière sera plus difficile. La première, ça va être, c'est quoi le futur de l'intelligence artificielle? Comment tu le vois, toi? Disons, d'un horizon de 5 à 10 ans. Un horizon plutôt courte, comment tu le vois? Déjà, je vais dire un truc là-dessus. En 2010, moi, j'ai fait le parcours d'ingénieur de l'univers de la data et j'ai passé un complément à un bac plus 5 au Conservatoire national des arts et métiers, ça s'appelait fouille et entreposage de données Big Data à l'époque. Et en 2010, je fais un des travaux dans ce master-là, dirigé d'ailleurs par Gilbert Saporta, qui était un des pôles du data mining. Et je fais un devoir sur les réseaux de neurones. Il y avait beaucoup d'humilité. J'explique dans ce mémoire, dans ce travail-là, que les réseaux de neurones n'ont aucun avenir. Et 2 ans plus tard, la réalité, c'est que les réseaux de neurones vont devenir la technologie majeure de notre époque, peut-être la plus grande révolution technologique. Et moi, j'avais annoncé leur mort par avance. Donc, quand on fait de la prospective, j'invite toujours les gens à prendre du vachement de recul sur ce que je peux raconter. Parce que, du coup, à ce moment-là, je me suis bien porté. Tout ça pour dire C'est excellent, ça. Après 1h40 de conversation. Et non, parce que du coup, je passe ma vie à parler des réseaux de neurones d'aujourd'hui. J'ai développé des boîtes là-dedans. Mais moi, en 2010, j'ai un document où j'ai écrit il y a ça pas d'avenir, ce système. Il ne faut pas les comprendre, c'est trop compliqué, ça ne marchera jamais. Donc le mec a une idée. Et du coup, je me suis planté quand même, pour un mec qui travaille dans le monde de l'innovation, c'est exceptionnel. Je me suis peut-être planté sur la prédiction de la plus grande technologie de notre époque, quoi. Oh bon. Donc voilà. Donc du coup, j'ai beaucoup d'humilité là-dessus. Je me rappelle toujours que prédire l'avenir, c'est toujours très difficile, surtout quand ça concerne l'avenir. Donc il faut toujours avoir ces reculs. Mais si je vais quand même, au regard de ce que moi je vois à 5-10 ans. Là, on rentre aujourd'hui dans une phase de diffusion des IA génératives. L'IA générative, ça va pas être un outil qui tombe là comme ça, c'est en train de se diffuser partout. Ça va intégrer tous les moteurs de recherche, ça va intégrer aujourd'hui, je sais pas, la suite aussi de Microsoft, ils ont un sujet qui s'appelle Copilot. Ou par exemple, tu as rédigé un document Word, tu as envie de générer un PowerPoint, tu lui dis, tiens, génère automatiquement à partir de ma note un PowerPoint. Le PowerPoint va être généré automatiquement avec un design adapté, des éléments mis en forme, des graphes, tu vois. Excellent. Donc, imaginez que le travail il est en train de changer. Je reçois un mail. Dans ma boîte mail, naturellement, l'IA va me dire tiens, on regarde tout ce qui est passé. Voilà le mec qu'on te conseille pour réponse. Ou même mieux, il y a déjà des modules là. Tu peux faire lire ta boîte mail à l'IA. Et en fin de journée, elle te dit j'ai lu ta boîte mail, tous les mecs que tu as reçus, c'est ça. Je te conseille juste de lire ces 2-là, les autres, c'est pas important. Il y a déjà ça, quoi. Moi, on a un outil qui s'appelle Corbis et Note Taker en interne. Donc, voilà, quand tu le fais tourner, il fait nos vidéos, il faut nos réunions. C'est l'IA qui capte la réunion et qui fait le compte rendu. Donc tout ça, c'est assisté. Donc là, on rentre maintenant dans une phase de diffusion opérationnelle. L'IA va se déployer partout, elle va venir enrichir des produits, elle va venir changer, transformer les process en entreprise, elle va le transformer. Donc, ça y est, la vague maintenant, elle est partie. Et peu à peu, le monde va se transformer par rapport à ça. Il va y avoir des questions à se poser. C'est quelle est effectivement la place dans tout cela. Est-ce qu'on libère du temps? Est-ce qu'on va gagner plus de temps? Qu'est-ce qu'on va faire? On regarde ça, des enjeux écologiques. Mais en tout cas, la vague est partie. Et donc, elle va venir transformer. Et là, je crois que, pas besoin même à 10 ans, qu'à 5 ans, tous les métiers, enfin, au moins 80% des métiers aujourd'hui pratiqués en France vont en tout cas à minimum être impactés. Et certains entièrement impactés. Les processus de recrutement ne seront plus les mêmes, notre rapport à la technologie ne sera plus la même, notre rapport au savoir, notre rapport à l'école va se transformer. On a les IA multimodales qui arrivent. Imagine, toi, aujourd'hui, les IA multimodales, c'est très clair. Tu as généré, toi, tu rêvais d'écrire un bouquin. Donc, c'est plutôt moi qui rêve que tu écris un bouquin. Et
C'est dit souvent de le faire, va peut-être utiliser, tu vois, mais en vrai, la réalité, c'est qu'on a quelques mois de la capacité de mettre toutes tes vidéos YouTube dans un système, et tu vas dire à l'IA, bah, maintenant, tu m'écris un livre à partir de toutes ces vidéos. Et le livre, il va se générer, tu mettras Formize dessus, tu essaieras de le publier. Et donc, tu vois, ce travail pas tout ça, enfin, ça, on capte pas, mais le truc, c'est que ça va impacter tout. Plein de métiers sont en train de changer, la création informatique va changer, donc, vers quoi on va? C'est plus compliqué, une fois que tu sais la vague qui est en train de se passer, vers quoi on va? Ah, c'est très dur. On voit quel va être vraiment l'impact de tout ça. Comment, dans les enjeux géostratégiques qui sont en train de se dérouler entre la Chine et les États-Unis, mais aussi l'Europe, la place de l'open source, la diffusion de ces nouvelles, ou l'impact sur les processus démocratiques, qu'est-ce qu'à un moment donné, comment on va, on sait que tout ça va avoir un impact, et quel effet concret ça va produire, c'est tellement systémique, c'est tellement majeur, que je crois qu'en fait, il n'est pas capable de produire, il n'est pas capable de produire des modélisations. Par contre, je sais une chose, c'est que j'invite chacun aujourd'hui à ne pas passer à côté de la vague. Qui que vous soyez, allez jouer avec ces outils, allez les comprendre, acculturez-vous. Si vous êtes dans le monde professionnel, formez-vous en prompt engineering. Prenez en main ces choses-là, comprenez l'impact que ça va avoir, ça va transformer les carrières, ça va transformer une orientation. Je pense à plein de jeunes qui sont aujourd'hui sont déjà dans des cursus qui sont probablement d'avance, ou des cursus dans lesquels il va falloir plutôt aller vers l'excellence, s'emparer de ces outils pour venir les transformer. Ça a un impact partout, tout le temps, tout le monde est impacté, et donc tout le monde devrait y réfléchir. Et donc, c'est pas en essayant de le mettre de côté, de l'interdire, de faire une croix dessus, que on va être capable de rentrer là-dedans. Ça, c'est l'équivalent cumulé. Hein. C'est si comme une personne dans les années, je sais pas, allez, on va dire, dans l'année 86, son année de naissance. Si en 86, il y a un mec, quelqu'un qui m'avait dit, qui dirait, bon, là, avant, de toute façon, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je suis très clair. J'utiliserai jamais Internet de ma vie. J'enverrai jamais d'email. J'irai jamais sur des réseaux sociaux. J'utiliserai jamais un ordinateur ou un smartphone et j'utiliserai du coup aucune suite bureautique. Si une personne avait dit ça en 86, quelle était objectivement sa durée de vie professionnelle sur le marché du travail? Quelle aurait été potentiellement sa carrière sur les années qui se sont déroulées? Opérationnellement, qu'est-ce qui serait passé pour cette personne? On le comprend très bien. Elle n'aurait pas pu avoir de carrière professionnelle, sauf dans certains cas particulier, elle aurait vécu d'ailleurs une vie plutôt en marge de la société. Pas très clairement, on est en 2023, au même moment. Ceux qui choisiront d'être en marge de ça, de toute façon, seront des retardataires et à un moment seront obligés de rattraper le wagon. Encore une fois, c'est pas pour venir l'imposer à tout le monde, c'est juste pour dire à chacun que je dois être partie prenante de cet élément-là pour aussi être capable justement de venir avoir des éclairages concrets et pertinents dans le débat. Je pense qu'en France, on va avoir les élections municipales en 2026 et les élections présidentielles en 2027. Ce sont des enjeux qui seront au cœur de ça. Il faut qu'on soit des citoyens éclairés là-dessus, au-delà d'être des professionnels avec une dette. Très bien. J'ai écouté il y a peu sur YouTube, je sais pas si tu l'as écouté, enfin peut-être que tu en as vu d'autres versions, mais un morceau de Eminem par l'intelligence artificielle. Oui. J'ai écouté ce morceau, en fait, qui reprenait une chanson de Jay-Z. Ouais. Et franchement, j'ai été bluffé. Je me suis dit, putain, merde, on dirait Eminem, quoi, tu vois. Franchement, c'était dingue. J'en ai écouté un autre où j'ai écouté un débat entre Steve Jobs, Elon Musk et Mark Zuckerberg. Franchement, j'ai été bluffé aussi. Donc, ma question, c'est la suivante. Est-ce que tu penses que cette conversation, là, qu'on vient d'avoir, elle aurait pu être générée par l'IA? Non, je pense pas. Je pense pas parce que, encore une fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en tant qu'individu. Toi et moi, il y a quand même, on a à la fin, tu vois, on a parlé de systèmes qui donnent des fois des résultats qu'on arrive du mal à faire de la rétro-ingénierie. Mais ces systèmes d'IA, on les comprend parfaitement parce qu'on les a créés. On comprend parfaitement le smartphone qu'on utilise là pour s'appeler et pour discuter. On comprend parfaitement les algorithmes qui constituent l'interface de YouTube sur laquelle tu vas diffuser. En tout cas, cet échange. Tous ces essais-là, on les comprend parfaitement. Par contre, il y a deux entités dans tout ça. On ne comprend pas du tout. C'est nous deux. C'est ce qu'on est en tant qu'être biologique. Et la grande question, c'est toujours de se dire, est-ce qu'on est non que des êtres déterministes ou finalement, on est juste une suite de calculs et que notre vie est déterministe et que, en fait, les choses qu'on a là, par exemple, dans lesquelles il aurait eu lieu, parce qu'il est la suite, je sais pas, de la conséquence du Big Bang, une série d'événements en chaîne et d'atomes qui se sont rencontrés à un moment donné, de choses qui sont liées. Donc, tu perçois que tout ça a été déterminé,
ou juste un ensemble, c'est-à-dire qu'à partir des connaissances initiales ou des données initiales, tu es capable de tout prédire ensuite. Alors effectivement, dans ce cas-là, ah oui, l'IA, elle est capable de générer toute cette conversation. Et on perçoit bien que quand je dis ça, bah, ça voudrait dire donc, qu'il n'y a pas de libre arbitre. On n'a pas vraiment de liberté individuelle. Moi, je pense que la liberté, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose de dur, c'est toujours une conquête. Je sais pas, j'ai intuitivement envie de me dire que dans cet individu complexe qu'on est, il existe une part de liberté individuelle. Et cette part de liberté individuelle, elle relève probablement, notamment, d'un certain aléatoire, de quelque chose qui n'est pas prédictible. Et donc, il y a probablement un moment dans notre échange de choses qu'on a dites, parce que tu vois, quand on échange, on parle et en même temps on construit une pensée en même temps qu'on parle. Et peut-être qu'on a plein de choses qui ne sont pas juste la conséquence de tout ce qui s'est passé, mais de l'offrir notre interaction. Et ça, je pense, en tout cas, j'ai envie de croire que, en tout cas, c'était pas déterminé, que c'était pas, en tout cas, programmable. Même si peut-être qu'il y a 90% de ça qui aurait pu être. On avait, il y a peut-être ces 10% de différence qui font qu'on est dans une interaction humaine et que je crois que l'avenir, il est plutôt, du coup, à ça, justement, à l'interaction humaine. Donc non, je pense que ça aurait pas pu être généré, mais je ne pourrais pas en faire la démonstration. Je partage là une intime croyance et conviction qui me donne aussi beaucoup d'espoir pour l'avenir et en l'esprit. Faudrait que je tape ces questions-là sur ChatGPT pour voir ce que ça donne. Mais je te rejoins, je pense que ce serait pas possible parce que tu ne sais pas ce que je vais te demander. Je ne sais pas ce que je vais te demander, puisque juste pour informer les personnes qui nous écoutent, je n'écris pas ces questions. J'ai dit juste à Cyril qu'on allait parler d'intelligence artificielle, c'est tout. Donc ouais. En tout cas, ça m'a fait plaisir pour moi. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Cyril. C'était très très intéressant et c'est super intéressant d'avoir ton point de vue sur l'intelligence artificielle parce que comme je le disais en introduction de cet échange, on voit tout et n'importe quoi. Donc c'est bien de clarifier les choses. Je pense qu'à chaque nouvelle innovation, moi, je pense qu'il y a non seulement beaucoup de gens qui se jettent dessus pour justement faire un peu de charlatanisme, mais de l'autre côté, il y a aussi des gens qui en ont peur, mais de l'autre côté, il y a aussi une réelle innovation. Donc dans tout ce bruit ambiant, c'est bien justement d'avoir un peu de pragmatisme pour expliquer un peu les choses avec leurs avantages et leurs inconvénients. Tout à fait. Mais écoute, en tout cas, avec plaisir, et j'ai hâte de partager cet échange-là, parce qu'effectivement, il faut qu'on continue à faire de la pédagogie. On n'est qu'au tout début. Donc, il est important qu'on s'en empare et qu'on discute. Très bien. Bah, merci beaucoup, Cyril. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci, Cyril. Eh bien, écoutez, si ce format de vidéo vous a plu, alors, ce format de vidéo, c'est plutôt un format audio, mais je voulais tester ce nouveau format vraiment plutôt très long, puisque là, on est quand même à presque 1h50 d'échange. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci en tous les cas d'être resté jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris des choses avec cet entretien avec Cyril de Souza Cardozo sur l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou aussi à nous dire si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord. C'est toujours intéressant d'avoir des points de vue à partir du moment où ils sont argumentés. Et puis, si vous pouvez également faire un petit geste pour la chaîne YouTube, tout simplement de vous abonner, de liker cette vidéo et de la commenter. C'est le meilleur moyen de rétribuer mon travail. Merci.